Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui chez eFounders avec Thibaut Elzière. Bonjour Thibaut. Bonjour Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Donc je m'appelle Thibaut Elzière. J'ai 39 ans, je suis sur l'année de mes 39 ans. Je suis ingénieur de formation, entrepreneur. J'ai jamais véritablement travaillé dans une boîte en tant que salarié. Si, je te raconterai, mais une semaine. J'ai commencé à créer ma première boîte Photolia quand j'étais étudiant. C'était une super belle aventure, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai le syndrome de l'entrepreneuriat, donc pendant l'aventure Photolia, déjà, je frémissais et je voulais créer une autre entreprise. Et j'ai créé Ziloc quelques années après, qui était une place de marché d'allocation, qui est devenue, j'avais créé avec Marion Carrette, et c'est plus connu aujourd'hui sous le nom de Wicar, parce que Marion a pris la partie location de voitures de Ziloc pour le transformer en une boîte qui s'appelle Wicar et qui a été revendue à la SNCF. Et finalement, parce que j'aime vraiment entreprendre et qu'il fallait vraiment que je trouve une manière de mutualiser toutes les idées que j'avais, j'ai créé eFounders en 2011 avec mon associé Quentin Nickmans, qui est un startup studio. Donc, comment ça fonctionne ? On a des idées dans le logiciel pour entreprise, le logiciel SaaS, et on travaille avec des fondateurs, des entrepreneurs, des équipes pendant 18 mois. On entrera un peu plus dans le détail certainement ensemble, pour transformer des idées qu'on a en une entreprise qu'on espère successful, quoi. Encore D'accord. Un beau mot de franglais. Donc ouais, on reviendra sur le Startup Studio tout à l'heure. L'idée d'un Startup Studio, clairement, c'est de créer des startups à la file un petit peu. Bon, alors, j'aime pas le côté industriel de la chose. Non, pas industriel. Ça reste très artisanal, oui. Parce que finalement, créer une startup, créer une entreprise pour moi, et ça, je l'ai compris, j'ai mis quelque temps à le comprendre. C'est pas créer un produit, c'est pas créer une traction, c'est trouver une équipe talentueuse, un ensemble de gens talentueux, et les motiver pour que pendant les 10 prochaines années, ils aillent construire un projet commun. Et donc, ça prend beaucoup d'énergie de faire ça, beaucoup d'énergie de convaincre deux entrepreneurs au début de rejoindre une idée, et beaucoup d'énergie pendant les 18 mois pour rassembler une équipe de gens talentueux. Donc, on aimerait bien être plus scalable que ça, mais en fait, on n'arrivera jamais à lancer plus de 3-4 startups par an, ce qui est déjà effectivement pas mal. Alors, à noter pour plus tard, on n'arrivera jamais à lancer plus que 3-4 entreprises par an, hein, donc c'est quand même mon pauvre Thibaut, j'ai envie de dire. Mais en fait, on est souvent comparé à Rocket Internet, oui, qui a fait de la création d'entreprise une activité totalement industrielle. Donc Rocket, je le rappelle, sont des frères qui s'appellent les frères Samware, qui avaient une réputation de copier pas mal, hein, notamment donc des entreprises notamment américaines, et de les lancer en Europe. Alors on parle de copies de Groupon, de copies de eBay. De eBay au départ, ça a été le premier fait d'armes. Ouais. Et non, c'est souvent, on est comparé à Rocket Internet, donc tout le temps je fais un espèce de disclaimer en disant que ça reste très artisanal, ça reste très innovant, et ça prend du temps et des ressources. Et j'expliquerai, mais que lorsque j'ai eu l'idée d'eFounders, je me suis dit je vais mettre des idées dans les mains d'entrepreneurs brillants et les laisser faire pour pouvoir dégager du temps pour moi. Et au final, j'ai réalisé que j'ai travaillé 3 fois plus par jour avec eFounders que ce que je faisais quand j'étais le CIO de Photolia, quoi. D'accord. Alors revenons, oui, en effet, bien en arrière, et même peut-être avant Photolia. Donc toi, tu dis que tu as une formation d'ingénieur. Tu as grandi où déjà ? Donc je viens d'un petit village du sud de la France. On sent une petite teinte. Ah bon ? Ouais. Sur le mot talentueux tout à l'heure, j'ai senti un petit. Alors ça peut venir de mon petit accent belge aussi.
c'est que je suis depuis quelques années en Belgique, donc j'ai une espèce de mix d'accent du sud, d'accent belge. Et pour quand je viens à Paris, ils savent pas trop d'où trop me situer. Donc je viens d'un petit village qui s'appelle Oreille, dans le sud de la France, dans les Alpilles, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Super, ouais. Et Galière, un très beau bled. Donc j'ai été élevé à courir dans la garrigue. C'était très sympathique. J'ai un vraiment bon souvenir de cette enfance. À 18 ans, je suis parti à la grande ville du coin qui s'appelle Marseille, où j'ai fait des classes préparatoires. D'accord. Et j'ai intégré Centrale Lyon. Donc je suis en 2000, j'ai débarqué dans cette école. J'ai fait 2 ans à Centrale. Je suis honnêtement, le métier d'ingénieur me plaisait pas tant que ça, et ce que j'apprenais là-bas m'amusait pas autant. Paradoxalement, ce que j'ai appris en classe prépa m'amusait fortement. Je suis arrivé à Centrale avec des laboratoires de résistance des matériaux, de thermodynamique, un peu poussiéreux. Ça m'amusait pas du tout, donc j'ai essayé d'échapper à ça. Et je suis allé, j'ai fait en parallèle de Centrale un DUG d'économie. D'accord. Et je suis parti en 3e année en Allemagne, parce que j'avais une certaine affinité pour ce pays, qui comptera d'ailleurs pour moi pas mal dans les prochaines années. Et je suis allé faire une 3e année à la TU Berlin, qui a la particularité d'offrir des cours dans toutes les matières. Donc il y a un répertoire des cours avec 3000 cours, et tu dois faire 8 heures par semaine, ce qui est pas énorme. C'est pas mal, ouais. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi cette que tu as aimé destination. Ce qui m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a libéré du temps pour faire justement autre chose. D'accord. Et j'ai pu choisir des cours dans tous les domaines que je voulais, autant de l'économie, de la théorie des jeux. C'est vraiment l'année que j'ai le plus appréciée, notamment parce qu'on est dans un nouveau pays en mode Erasmus et qu'on rencontre pas mal de gens, et en même temps que je prenais les cours que j'avais vraiment envie d'avoir, quoi. Et alors, il y a un truc qui me tarabusque, oui. C'est que t'es pas du tout le premier. Alors, je crois qu'il y a Lise Zaguri, il y a aussi Bertrand Altmaier. Je sais pas si tu connais Bertrand Altmaier, qui est le fondateur de, mais évidemment, je peux pas te dire. Non, en plus, je connais que ça. C'est une boîte j'ai une mémoire, je le dis suffisamment souvent, mais assez défaillante, qui est le fondateur de Marcel, un VTC de Class & Co, et qui a revendu récemment à Renault. Et plusieurs personnes sur ce podcast. Alors déjà, beaucoup ont fait des prépas, donc c'est intéressant à noter. Après, quasiment tous ceux qui ont fait des prépas me disent « J'ai adoré la prépa et je me suis fait chier après ». Et est-ce que c'est parce que la prépa, c'est tellement intense, on bosse bien, on vous met la pression, et derrière... Moi, mon interprétation, elle est peut-être que on est arrivé, nous, dans une époque qui est peut-être en train de changer, mais un peu pivot, où en fait, on nous apprenait des choses... entre guillemets d'un ancien monde, alors qu'on était en train de se rendre compte qu'on rentrait dans un nouveau monde, plus même pas d'électronique, d'informatique, de tas de choses, et que en fait on se disait mais en fait, tout ce que j'apprends là, c'est pas vraiment, même en business, c'est pas vraiment adapté à là où je vais, là où je suis, je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En prépa, finalement, on apprend des choses théoriques. Ça bouge pas et ça restera toujours là, donc ça nous convenait. Et dès qu'on arrive dans une école, on rentre plus dans la pratique, et effectivement, si la pratique qui correspond pas aux usages de notre temps, ça peut nous ennuyer. Et moi, c'est ce qui est arrivé, hein. J'apprenais Centrale, c'est une école qui a été créée pour Centrale des arts et des manufactures, pour créer des soldats pour l'industrie, et typiquement, et c'est encore le cas plus ou moins aujourd'hui, le trajet idéal d'un ingénieur de Centrale, c'est d'aller travailler pour Renault ou ADS, quoi. Et moi, je me retrouvais pas du tout dans ce type de profil. On en parlera peut-être à l'occasion, mais c'est là où est né le virus de l'entrepreneuriat chez moi, dans cette école. Parce que justement, il y avait l'école de l'EM à côté, l'école de commerce. Et que c'est cette école-là qui m'a fait découvrir un monde que j'appréciais davantage.
et parce que beaucoup plus ouverte sur le monde. Et j'ai essayé de convaincre Central de pouvoir lancer ma première boîte, qui n'était pas Photolia, qui était une boîte que j'avais sur le coup à l'intérieur de Central. Et j'ai eu une réponse, on peut pas vous aider, on peut pas aménager votre emploi du temps pour créer votre entreprise. Et depuis, ça a beaucoup changé. Depuis, il y a des partenariats, il y a des C'était partenariats quoi, cette entre... boîte? Ça va. En expliquant cette boîte, j'explique un petit peu comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, on se demande à quel moment c'est arrivé. Ouais. Et il y a peut-être pas un moment très précis. Je pense que j'ai toujours été curieux de pas mal de choses. Je suis pas le type d'entrepreneur qui, à l'américaine, qui racontera qu'il a découvert l'entrepreneuriat en allant vendre des limonades dans son quartier. Pour moi, c'est pas ça un entrepreneur, en tout cas pas un entrepreneur de la tech et de l'internet. La caractéristique, c'est d'abord la curiosité. Et c'est vrai que j'ai tout le temps été curieux de pas mal de choses, et notamment, j'ai toujours été j'ai eu de l'internet très tôt et ça m'a toujours rendu curieux et m'a ouvert pas mal d'opportunités, mais ça a toujours été en arrière-plan. Quand je suis rentré en fait à Centrale Lyon, le premier jour, j'ai rencontré une nana qui était à l'EM Lyon, avec qui j'ai passé 2 ans de ma vie et qui m'a ouvert les portes en fait de cette école. Et j'ai passé la moitié de mon temps un peu en mode incognito à participer au cours de l'école et notamment. Tu es allé aux amphis de l'EM Lyon. J'ai allé aux amphis de l'EM Lyon et j'ai participé à un projet qui s'appelle le PCE, le projet de création d'entreprise. Alors j'ai participé de manière non officielle. Et il s'avérait que ils avaient trouvé un projet de création d'entreprise qui était la création d'un restaurant avec des jeux de société à Lyon, donc un projet, je dirais lambda. Mais pour faire ce projet, il fallait faire une étude de marché. Et parce qu'à l'époque, il fallait faire des études de marché. Donc l'idée, c'était de faire un formulaire, de descendre dans Lyon, d'aller interroger 1000 passants et de faire un sondage. On sait très bien comment ça se passe. On interroge 10 passants et au bout du 10e passant, on en fait 50 à la mano. On commence à remplir à la mano. Moi, je me suis dit, tiens, on va automatiser ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps. Je connais pas encore trop le langage pour faire ça, mais je vais ouvrir un livre de PHP. Comme quand on est ingénieur, on a finalement été éduqué là-dedans et on n'a pas tellement peur d'ouvrir un livre de code. Donc j'ai ouvert ce livre de code et j'ai codé quelque chose qui permettait d'envoyer à toute la promo de Centrale et à toute la promo de l'EM, donc un échantillon complètement biaisé, un formulaire inclus dans l'email. Donc à cette époque-là, on pouvait poser des questions sous forme de checkbox et directement dans l'email. Les gens le remplissaient et là, pour moi, ça a été une révélation. J'ai envoyé ce formulaire, en 10 minutes, on avait 450 réponses. Un SurveyMonkey avant l'heure, quoi. Exactement. Et donc, ce que j'ai voulu monter, ça s'appelait Ostenta. Et je me suis dit, on va en faire une entreprise, et on va faire un SurveyMonkey. Donc, j'étais déjà incroyablement dans un truc super boring qui était le logiciel pour entreprise. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais la première idée que j'ai eue, c'était de monter ça. Bon. Ça a pas donné à l'EM Lyon et à Centrale Lyon l'idée d'essayer de croiser un peu les gens, ce que fait un peu HEC avec l'école 42, avec complètement. Hein. L'année d'après, il y avait déjà une passerelle qui existait sous la forme d'une 3e année de Centrale, une 3e année de Centrale à l'EM Lyon. Et maintenant, il y a même, je crois, un programme commun. Il y a même aujourd'hui un programme commun entre Centrale et l'EM qui permet justement, comme ça semble super légitime, de mettre des ingénieurs en face de gars plus commerciaux, quoi. D'accord. Donc premier projet qui a jamais eu la forme d'une entreprise. Premier projet qui a jamais eu la forme d'une entreprise. En vérité, il y a eu j'ai un peu menti, j'ai pris un raccourci pour découvrir le code. Ouais. Non, je raconte parce que c'est toujours un peu drôle et c'est ce qui va amener à Photolia, en tout cas dans ma connaissance de la technique. J'ai monté un petit site complètement invraisemblable qui s'appelait monsosie.com. D'accord. L'idée fondamentale, c'était de se dire... Allez, je peux la trouver, c'est de trouver ton sosie en ligne, non? J'imagine. Tu publiais ta photo. Exactement. Mais alors pourquoi... Est-ce que tu as toujours monsosie.com? Alors, je l'ai vendu, c'est ce qui permet de financer un peu... je raconterai ça... D'accord. Vas-y, alors reprends. Je voulais juste savoir Photolia, j'ai vendu vendu ça pour 3000 € et ça m'a permis de tenir un an et de pouvoir monter Photolia. D'accord. Mais pourquoi... La petite anecdote marrante, c'est pourquoi j'ai eu envie de monter mon sosie.
un peu en mode le Mark Zuckerberg français, en toute modestie et pour se foutre surtout en mode autodérision. L'idée c'était d'avoir toutes les photos et les informations de toutes les nanas sur le campus. D'accord. Et je me suis dit, parce que à ce moment-là, tout le monde montait, c'était à une époque de l'internet où on montait encore sur toutes les informations, on n'avait pas confiance et on écrivait n'importe quoi dans les formulaires. D'accord. Donc je me suis dit que la meilleure manière de demander, alors de manière très naïve, hein, la manière sûre, pour être sûr que les personnes rentrent des bonnes informations dans des formulaires, le mieux, c'était qu'ils doivent chercher leur sosie. Dans ce cas-là, on n'a pas intérêt à mentir, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à lancer, à l'époque, on lançait pas sur l'internet, mais on lançait sur l'intranet de l'école, Ouais. un site sur lequel on téléchargeait sa photo, et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs à manipuler les photos et ce qui me servira pour Photolia, et je remplis sa photo et je remplissais 50 caractéristiques comme la couleur de mes cheveux, la taille de mes seins ou mes mensurations, quoi. Et ça a super bien fonctionné, et ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis de comprendre un peu comment tout ça. Et alors, tu trouvais des vrais sosies, ça marchait bien Et ça marchait relativement bien. Tu récupérais surtout beaucoup de données, quoi. Il y avait, après je l'ai mis sur l'internet, il y a eu 50 000 utilisateurs, ce qui était pas trop mal pour l'époque. D'accord. Et très bien. Donc ça, mon sosie, la toute première expérience. Et là, donc il y avait une SARL où tu avais une boîte. Pas du tout. D'accord. Non, à aucun moment il y a eu une entreprise. J'étais même pas. Honnêtement, j'étais tout à fait innocent. Hein, j'aurais jamais su comment monter une boîte à ce moment-là. Ce projet Ostenta, le projet de SurveyMonkey, j'avais voulu le monter. C'est là où j'étais allé voir le directeur de l'école à ce moment-là pour lui demander d'aménager mon emploi du temps. Et j'avais eu un non catégorique, quoi. Donc tu pars en 4e année, tu te retrouves. Je pars en 3e année. En 3e, oui, pardon, à Berlin. À Berlin. Je commence à faire pas mal la fête, ouais. Parce que c'est une ville où il fait bon de faire la fête. Ouais. Et au bout de quelques mois, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas trop d'argent, et à l'époque c'était assez cher d'avoir un laptop. Et je récupère un badge pour accéder à la salle d'informatique de la TU Berlin. Ouais. Et là, je me dis, tiens, j'ai accès à un ordinateur, je sais coder parce que j'ai appris en faisant ce site de sosie et en faisant ce formulaire de sondage. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et là, j'avais fait, alors on va faire un retour dans le temps, mais j'avais fait un stage. J'avais dit que le boulot d'ingénieur m'amusait pas. Ouais. Et donc du coup, le premier stage que j'ai dû faire chez Central, je l'ai fait en communication chez Amen, qui était un hébergeur internet. Oui, je me souviens, Amen. Ouais. En 2001. Ça va être important parce que justement, ça va être ces gens d'Amen qui vont financer à terme Photolia. D'accord. Et donc pendant ce stage de communication, je travaille avec ma maître de stage qui deviendra après la directeur marketing de Photolia, Karen, et qui est une fille totalement rayonnante, et qui m'apprend un peu le métier. Et pendant l'apprentissage de ce métier, je découvre que on achète des publicités pour illustrer des quatrièmes de couverture dans des magazines, ouais. Et qu'il faut des photos. Et je me rends compte que le prix de ces photos est de manière surréaliste. Chez Corbis, chez Getty, exactement. Chez voilà, tous ces. Et ça vaut 500, 1000 euros pour illustrer des publicités qui nous coûte beaucoup moins à acheter, quoi. Ouais. Du coup, ça éveille ma curiosité, et je me dis, tiens, est-ce que on est à peu près en 2003, je me dis, on est à l'aube d'un renouveau de l'internet, qu'on appellera un peu le web 2.0, ouais. Où on commence à parler de crowdsourcing, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire intervenir c'est-à-dire qu'on n'est plus juste spectateur et consommateur de l'information, on est créateur de l'information. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'on pourrait pas recréer une banque d'images donc c'était la naissance aussi des appareils photo numériques, en se disant que parmi les 1000 photos que chaque particulier prend, il y en a peut-être quelques-unes un peu de sympathiques, et que en ajoutant et en mutualisant toutes ces photos, on pourrait créer en quelques mois, en quelques années, une énorme banque d'images, quoi. Et c'était un rêve qui est devenu finalement une réalité. Alors c'est pas fait directement, mais faut recontextualiser parce que
je suis passé par là, donc avec CitizenSide, qui est ma première entreprise. Moi, c'était en 2005, donc un tout petit peu plus tard. Et déjà en 2005, la photo numérique, c'était pas du tout gagné. Quand on avait un 2 mégapixels, c'était un truc super bien. Quand on allait voir un gros fond en France et qu'on leur disait, moi, j'ai une vision, c'est que dans quelques années, tout le monde prendra plein de photos grâce à son téléphone portable. Le mec te répondait non mais attends, les appareils photo sur les téléphones portables, ça a aucun avenir. T'oublies. Donc là, tu te disais bon, et en plus des gens qui ont du poids hein, toujours. Donc comme quoi, fallait y croire. Je veux dire, Photolia et tout ce que tu dis là, avec du recul, ça a l'air oui évident, mais moi je me rappelle d'avoir contacté, parce que par ailleurs je connaissais des photographes Getty et Corbis. C'est comme ça aussi que j'ai compris comment marchait le supply dans ces banques d'images. Et quand je suis allé les voir et que je leur ai présenté mon projet, ils m'ont ri au nez. Ça veut dire que on était encore à l'argentique chez Getty, et ça a duré encore quasiment 1 an et demi entre le moment où j'ai lancé Photolia et le moment où finalement Getty et Corbis sont passés au numérique. Et je me rappelle, j'avais acheté en achetant mon premier petit Sony Exilim, 2 millions de pixels, et en prenant mes premières photos, que je me suis dit waouh, on est sur quelque chose, quoi. Exilim, 2 millions de pixels, je m'en souviens très bien. Et oui, et donc du coup, tu te dis, ok, c'est ce que je lance. À ce moment-là, tu mets tes premières lignes de code à Berlin dans ta salle d'informatique. Alors, je mets exactement. Après, je fais un stage de fin d'études chez Photolia, iPhone, j'ai du mal. Donc non, Central se termine par un stage de fin d'études en troisième année. Je décide, pour rester à Berlin, de le faire chez Total. D'accord. À peu près l'entreprise qui m'intéresse le moins sur cette planète. Mais ça me permettait d'une part d'être payé et d'autre part de rester à Berlin où j'avais envie de rester. J'arrive, je me rappelle le premier jour, et je tombe sur un maître de stage incroyable. Je lui explique directement la chose en lui disant écoute, moi ça m'intéresse pas du tout la logistique, c'était sur la gestion logistique des wagons, enfin un truc infernal. Et je lui dis écoute, moi j'ai besoin que tu me mettes avec un ordinateur dans une salle quelque part parce que je suis en train de développer le projet du siècle. Et incroyablement, ce gars qui devait avoir mon âge m'a dit ok, il y a pas de problème. Il m'a pris de l'open space et il m'a mis dans une petite salle au rez-de-chaussée où j'ai pu vraiment commencer à coder mes premières lignes. Donc c'est là que ça a commencé à Berlin pendant mon stage chez Total. Tu sais que l'autre fondamental de beaucoup de gens qui sont passés par ce podcast, Simon Davlat que tu connais en premier, c'est qu'ils ont tous banané un de leurs stages ou un de leurs employeurs, souvent un de leurs stages, en étant payés pour faire autre chose et monter leur première boîte. Hein. C'est un truc qui revient quasiment à chaque épisode en fait. Ce qui nous entrepreneurs nous fait dire quand même, j'espère qu'il n'y a pas un stagiaire qui fait ça chez moi. Mais c'est le risque. Ouais, ou alors si ça peut le mettre sur le trajet de l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Non, moi j'encourage tout le monde à devenir entrepreneur, et je suis jamais déçu quand quelqu'un part de chez eFounders parce qu'il a décidé d'être entrepreneur. Mais c'est effectivement, s'il a passé 3/4 du temps à créer sa boîte pendant qu'il était chez moi, ça peut être aussi un problème. Je suis d'accord, quoi. Donc Total finalement t'as sponsorisé un peu sur le début, quoi. Exactement. Donc je finis ce stage chez Total et je me dis ça y est, il faut lancer Photolia. Et là, retour à la réalité, mes parents viennent me voir en me disant mon chéri, t'as fini tes études, maintenant il faut gagner de l'argent. Donc on va arrêter de te donner tes quelques centaines d'euros par mois, il va falloir que tu t'occupes toi-même. Bon courage. Et là, good luck, exactement. Alors j'en veux pas du tout aujourd'hui, d'ailleurs ils s'en ont voulu beaucoup de m'avoir dit ça à ce moment-là, surtout ma mère, et je lui en veux pas parce que je pense que c'était pour mon propre bien. Surtout que je voulais lancer, elle est avocate, je voulais lancer quelque chose dans tout ce qui était photo numérique, avec tous les problèmes de propriété intellectuelle, de droit à l'image, blablabla, ça lui faisait très très peur. Et comme quoi il faut jamais écouter les avocats, il faut y aller foncer, et ils sauront vous retrouver si jamais ils ont besoin de vous retrouver, quoi. Ça, je m'inquiète pas là-dessus, en effet, j'ai trop écouté. Et je me retrouve à devoir trouver un boulot. En fait, je me retrouve en Belgique parce que j'ai rencontré une nana. Les femmes t'emmènent un peu partout. Ouais, exactement. Donc je me retrouve à la fin de mes études en Belgique, et depuis la Belgique, je me dis tiens, il va falloir que je trouve un boulot. Je cherche 3 mois en Belgique. Il faut savoir parler flamand, donc impossible. Ouais. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe sur Paris.
Et je trouve un boulot dans une boîte de consulting qui s'appelait Oresis, qui faisait du consulting en gestion de projet. Et je me dis... Et là, Photolia est en ligne déjà? Non, rien du tout. Il y a un prototype que j'ai fait qui fonctionne, mais j'ai pas créé d'entreprise. Il n'y a pas de site qui est visible. D'accord. Ça reste, on est à l'état de l'idée avec un petit prototype derrière, quoi. D'accord. Et j'ai vraiment envie de le faire au fond de moi, mais j'ai vraiment pas les moyens de le lancer parce que je vis chez ma nana, j'ai pas de pognon, elle paie tout pour moi et je suis dans une situation compliquée. Et on est dans une époque où le seed et toutes ces choses-là, c'était quand même moins facile, moins évident. Enfin, tu allais pas voir, je dis pas que c'est facile maintenant, mais tu peux quand même aujourd'hui avec une bonne idée aller voir quelqu'un, demander 50, 100 000 euros, avoir la BPI qui en rajoute 50, 100 000 euros et commencer un projet en te payant 2000 balles par mois. Ah oui, non mais complètement. Aujourd'hui, c'est des gens motivés, brillants, avec une idée pas déconnante, peuvent trouver 50, 100 000, 150 000 euros. Oui. À l'époque, il y avait pas de business angel. Le seul VC dont je me rappelle, il s'appelait Vintech. Oui. Et on allait pitcher chez Paris Business Angel, quoi. Et t'es post-crise en plus, donc les mecs te disent Internet, ça marchera jamais, quoi. Ah ben non, exactement. Tout le monde est parti. C'est le on parle de 2004, début 2004. Ouais. C'est no man's land, quoi. Ouais. J'ai l'impression d'être tout seul dans l'écosystème de l'internet, quoi. Hein. Ouais. Et donc c'est assez marrant cette histoire de stage, c'est que je rentre, je réalise en fait que moi qui comptais faire du consulting en gestion de projet, etc. Faire du consulting en gestion de projet, c'est paramétrer un progiciel. Donc je me rends compte au bout de 2 jours en me disant mais c'est le pire job du monde. Je me rappelle, j'ai signé mon CDI convention Syntec et je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression d'être embrigadé. Et le 3e jour, j'en peux plus. Je sors mon business plan Photolia que j'étais en train de faire en parallèle. Je le lance dans l'imprimante, je me rappellerai toute ma vie. Je l'oublie. Et le lendemain matin, je devais commencer une mission. Et il y a mon boss qui m'appelle en me disant « Viens me voir au bureau ». Et il me fait venir à 8h du matin et il me dit pour toi et pour nous, je crois que c'est bien meilleur que tu lances ta boîte parce que t'es pas du tout dans le mood. Et là, je me rappelle très bien je crois que c'était à Saint-Lazare, être à Saint-Lazare, il était 9h du matin, oui. Tout seul, en me disant ok, on y va. Et là, je me suis dit go, on lance Photolia. J'avais aucune idée de comment j'allais trouver du pognon, aucune idée de comment j'allais lancer la boîte parce que je l'avais jamais fait. Mais je me suis dit go et voilà, c'est là que l'aventure a commencé. Et juste pour faire un petit moment de pause sur ce moment où tu te dis vraiment quand tu signes ce truc, c'est assez important. C'est-à-dire que tu étais vraiment parti soit dans ce projet, soit dans un mode entrepreneurial que tu as toujours suivi depuis, mais t'as jamais été prêt à signer un CDI. C'est le CDI qui te faisait peur ou c'est le fait de pas lancer Photolia? C'est le CDI qui me faisait peur. Ça me faisait peur de devoir répondre à des contraintes. Je me rappelle très très bien, j'ai des trucs qui me marquent quand je lisais que au décès d'une personne de 1er degré dans la famille, vous aurez 3 jours, toutes ces règles, toutes ces contraintes. Ouais. Et j'ai un sentiment que j'ai du mal à expliquer, mais je me disais, tu seras plus le mardi à 15h où tu veux pour aucune raison. Je sais pas, je vivais le salarié et peut-être à tort, et certainement à tort, hein. Maintenant avec plus de recul je vois qu'on peut totalement se révéler et faire des choses incroyables en étant employé, mais j'avais une frousse totale. Alors je sais pas d'où ça vient, peut-être que ça vient de mes complexes d'enfant, mais j'avais vraiment une trouille de devenir employé salarié. Et ce qui est marrant, c'est que la trouille des gens est souvent plutôt d'être entrepreneur ou d'entreprendre, mais ouais. Bah dans ce cas-là, c'était du coup, j'ai pas eu d'effort j'ai pas du tout dû faire d'effort à devenir entrepreneur, c'était naturel. Est-ce que tu as pu partir avec tes impressions quand même ou tu as dû leur laisser? J'étais super, honnêtement, je trouvais ça génial qu'il était honnête comme ça et finalement je le remercie au fond de tout mon cœur d'avoir lu ce que je voulais vraiment faire. Tu te souviens comment il s'appelle? Non. D'accord. Mais je me rappelle 3 ou 4 années après, je lui ai écrit un email en lui disant merci. Je sais pas s'il m'a répondu, mais il se reconnaîtra. Hein, donc c'était le directeur d'Oresis ou un des partenaires à l'époque. Et je me rappelle très bien, je sors avec un solde de tout compte de 1000 balles pour genre une semaine prestée. Et je m'étais dit waouh, c'est top, ça va me financer les prochains mois. Là, tu avais un ordinateur à ce moment-là? Là, j'avais toujours pas d'ordinateur à moi. D'accord. Et je travaillais sur un desktop chez ma nana. J'ai vendu justement mon sosie, 3000 € dans l'été 2004, ce qui m'a permis d'acheter un ordinateur. Et là, je me suis dit,
je lance la Photolia SARL, et comme comme à l'époque, pour lancer une entreprise, il fallait du capital. Et je crois que c'était l'équivalent de 15 000 euros de capital pour monter une SARL. J'avais pas de pognon, donc j'ai apporté la moitié en industrie et je suis allé chercher l'autre moitié chez des amis de mes parents qui ont mis 7 500 euros pour 50% de l'entreprise. Donc alors aujourd'hui, ça me semble complètement surréaliste, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations sur le sujet, c'est-à-dire qu'un jeune de 20 ans, il sait exactement comment fonctionne une boîte, il sait que c'est le capital qui est le plus important, ils ont tout à fait bien compris. Moi, j'étais complètement perdu et j'ai l'impression d'être tout seul là-dedans, quoi. D'accord. Donc je donne 50% donc je crée ma Photolia à l'aube au début novembre 2004, au milieu de l'automne 2004, je crée Photolia SARL et associé avec donc des amis de tes parents, quoi. Associé avec des amis de mes parents. Et là, j'avais lancé des emails à tout le monde pour essayer de lever de l'argent et j'avais notamment recontacté ces gens d'Amen, Patrick Chassani et Oleg Chelsov, pour leur dire je suis en train de lancer un eBay. Alors j'ai essayé de pas vendre ça comme du Photolia, j'ai essayé d'avoir une vision plus large en disant c'est un eBay du numérique. Et c'était hyper important parce que je ne sais pas si les gens auraient adhéré ou auraient investi dans une banque d'images, mais en tout cas l'eBay du numérique, ça leur parlait. J'ai rencontré ces deux types qui ont... Quand tu dis eBay du numérique, juste parce que eBay est une entreprise du numérique, mais non, c'est du eBay digital. Ouais, digital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biens physiques, quoi. Tu voulais vendre des biens immatériels, quoi. Voilà, ça aurait pu être des chansons, enfin des morceaux de musique, ça aurait pu être là c'était de l'image, mais... D'ailleurs, au début de Photolia, on a déposé Audiolia, Contentolia, Videolia, etc. D'accord. Et je rencontre, je me rappelle très bien, j'étais tout le temps en Belgique, je débarque à Paris pour voir Patrick et Oleg, qui était une personne que je connaissais pas, qui était l'associé de Patrick. Je leur pitch mon truc, et là, bam, ils mettent, je sais plus exactement, mais 250, ils me disent, ok pour 250 000 euros, ce qui était énorme à l'époque en seed, surtout dans un projet qui était à ce stade d'avancement, quoi. Et je me rappelle être ressorti en me disant waouh, c'est génial. Donc on a dû racheter les parts. Oui, c'est ça, j'ai demandé. Les amis de mes parents qui ont vendu leurs parts pour le double du prix dans lequel ils avaient investi un mois avant. Donc finalement, ils s'en sortaient bien, même s'ils étaient un peu tristes de quitter le bateau. Moi, comme je partais avec 50% des parts, et que eux devaient racheter les parts des autres, je suis parti avec un tiers de ma boîte. Donc j'ai commencé, alors que j'étais le fondateur il y avait rien de Photolia, avec un tiers du capital. Comme quoi, on peut rester motivé et avec un tiers du capital, ce qui est un sujet. Ce qui est parfois un sujet, exactement. Oui. Et je regrette pas du tout, évidemment, parce que à partir de ce moment-là, j'ai pu me payer, et donc vivre décemment, c'est-à-dire que je me payais 2500 euros par an et par mois, et je pouvais vivre dignement sans avoir en étant autonome et indépendant. Et alors, j'ai ensuite entendu. Alors Oleg, c'est un nom qui est revenu beaucoup, notamment sur les premiers invités de ce podcast. Simon, si je me trompe pas, Davlat, qui a dû bosser un peu avec lui. En tout cas, je suis sûr que chez Céline Lazorte, Ilan Abeacera, je dirais aussi. Je sais pas pourquoi j'ai plus entendu parler d'Oleg autour de Photolia que de Patrick Chassani, qui est un nom que je connais évidemment, mais les deux étaient à bord de A à Z, et pour moi c'était plus Oleg ton associé. Oleg, en fait, donc a investi, la personne que je connaissais pas, moi je connaissais Patrick. Ils ont investi tous les deux au départ en tant que, je dirais, business angel, et ils sont plus, je dirais, Photolia fonctionnait, plus ils ont mis la main à la pâte. Et Patrick a aidé un petit peu au départ, mais Oleg a aidé vraiment davantage. Et honnêtement, moi, je regrette, ce que je dis, c'est que je regrette vraiment pas du tout qu'ils soient intervenus, parce que j'aurais jamais fait de Photolia ce que Photolia est devenu sans un Oleg, sans un mentor qui me conduise. C'est lui qui a géré, on a vendu Photolia après 3 fois, et moi je n'avais pas du tout. C'est quelque chose que je savais pas faire, je savais même pas par où commencer. C'est Oleg qui a géré ça, et il est devenu au moment où j'ai commencé à monter Zilloc, justement le CEO de Photolia, quoi. Donc moi
je suis un entrepreneur, ça m'amuse de lancer des idées, ça m'amuse de mettre la chose, de lancer la sauce. C'est ce que je fais avec eFounders aujourd'hui. J'en ai fait finalement mon métier. Ça m'amuse moins d'opérer un business sur le long terme. Et donc, du coup, finalement, Oleg, ça va l'amuser s'il entend, mais ça aurait été le premier CIO du startup studio Thibaut Elzière. Futur à venir, d'accord. Et non, ça a été honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Oleg. On est complémentaires sur pas mal de sujets. Moi, j'étais pas mal product, stratégie. Il était très sur le côté business et il a fallu un peu de ces deux caractéristiques pour faire fonctionner Fotolia et pour l'amener où on l'a amené. Si on veut accélérer, si on veut avoir du temps, parce que après, mais j'ai quand même besoin de comprendre comment tu fais fonctionner Fotolia? Comment tu as tes premières photos? Qui est-ce qui t'envoie les premières photos? Qui t'achète les premières photos? Enfin, comment? Je sais pas si tu peux en faire une version courte, en version courte. On pourrait en faire un podcast entier, Fotolia. Mais... Fotolia, c'est une place de marché. Donc, comme tu dois place de marché, il faut une masse critique. Donc, pour marcher à l'envers, il a fallu à peu près 100 000 photos pour qu'on dépasse la masse critique, c'est-à-dire qu'il y ait assez de photos pour pouvoir intéresser des acheteurs. Et à partir du moment où il y avait assez de photos pour intéresser des acheteurs, les acheteurs ont commencé à acheter des photos. Et donc, du coup, les photographes touchaient de l'argent et remettaient de nouvelles photos. Donc, la masse critique, elle n'a pas été trop élevée, mais c'était à peu près une centaine de milliers de photos. Tu te souviens les premières photos que tu as reçues sur Fotolia? Ah ouais, mais du coup, pour arriver là, il a fallu se battre. Honnêtement, j'ai tout fait. J'ai mis des liens sur tous les forums du monde. Moi, ma femme, tous mes potes, on allait dans toutes les écoles de photo en France et ailleurs, placarder, gagner de l'argent avec vos photos, etc. Et on a été super mal vus parce que il n'y avait pas trop d'historique en France de la photo commerciale. La photo était souvent artistique, donc le fait de vendre ses photos, comme ça existait chez Getty et Corbis, c'était très anglo-saxon, quoi. Donc ça a été mal vu, mais finalement, au fur et à mesure, on a commencé à avoir des photos. Et on a eu l'idée, d'ailleurs c'est une idée d'Oleg, ça, d'aller. On a découvert en fait en lançant Fotolia qu'il y avait un concurrent qui s'appelait iStock Photo. Oui. Et on s'est dit, iStock Photo fonctionne, ils ont pas mal de photographes qui viennent contribuer. Est-ce que les photographes américains seraient pas plus ouverts à déposer leurs photos que les photographes européens? Et en fait, c'est ça qui a fait le succès de Fotolia, c'est qu'on est allé chercher des photos qu'on a sourcées en dehors de l'Europe pour les revendre en Europe, quoi. Comme quoi la concurrence peut être saine et porteuse. Exactement. Et il y a eu, et c'était l'époque aussi, moi je me rappelle très bien d'un petit événement, mais qui a marqué son coup. C'était le début de TechCrunch, donc c'était donc un blog de la tech que tes auditeurs connaissent certainement. Ouais. Et à cette époque-là, Michael Harrington. TechCrunch faisait exactement 3 articles par semaine, et donc il y avait peut-être une audience plus petite, mais à chaque fois qu'il y avait un article, c'était vraiment un événement. Ouais. Et donc du coup, on a eu cet article en novembre 2005, et pour moi, il y a eu un avant et un après cet article sur TechCrunch, quoi. J'ai eu moi-même un TechCrunch un an après, je crois, ou 18 mois peut-être. Et en effet, ça a changé. En effet, il y a toujours un avant et un après. Il y a aussi les serveurs qui prennent cher à l'époque, mais en effet, et du coup, et tes premières ventes, elles étaient à qui? Alors, je reprends juste le business. En gros, tu reçois des photos plutôt axées pub, enfin, ce qu'on va appeler de l'illustration. C'est Fotolia, fotilia.fr.com. Enfin, après, plein de... Aujourd'hui, c'est plutôt Adobe Stock, mais... Adobe Stock, voilà. Et donc, tu envoyais tes photos sur Fotolia. Enfin, c'était surtout des photographes professionnels. Ils envoyaient leurs photos. Et ces photos étaient revendues pas en exclusivité, donc plusieurs fois, autant que possible d'ailleurs, à des gens qui voulaient faire une illustration de, je sais pas, j'arrête de fumer, je vois une cigarette dans un cendrier, je suis heureux, je vois quelqu'un qui saute dans la nature avec les bras en l'air et un grand sourire. Exactement. Nos clients, ce sont les médias, ce sont les agences de publicité et en fait la long tail de toutes les entreprises qui ont besoin de photos pour illustrer leur site web ou leur plateforme d'information, quoi. Et l'explosion des sites web
et dans tout ça, on avait besoin à l'époque de photos pour illustrer des sites web. Et quand tu allais chercher des photos, comme tu disais tout à l'heure, ça coûtait 500 balles minimum. Donc finalement, tu te dis, non, faut que je trouve une solution. Soit tu piquais des photos à des endroits, ce qui n'était pas très bien. Soit tu arrivais chez Photolia, t'achetais tes crédits. Ça fonctionnait comme ça dès le début. Exactement. Ce qui s'est passé dans ce secteur et pourquoi Photolia est devenu si gros alors que finalement le marché de la photo est pas si gros que ça. Le marché de la photo, je crois que c'est 2 milliards. C'est la taille du marché de la tomate en France. Donc c'est pas non plus surréalistement grand. Ce qu'on a fait, et c'est un peu ce que Peter Thiel d'ailleurs décrit dans Zero to One, c'est qu'on est venu monopolistique sur un nouveau marché. Qu'est-ce qui s'est passé Très bon bouquin, on n'aime pas Peter Thiel, mais From Zero to One, donc qui doit exister en français, belle couverture bleue. Donc Peter Thiel, le fondateur de PayPal notamment, entre autres, pour les start-upers, un bouquin à lire, quoi. Et il explique notamment que pour créer un énorme business, il faut créer un nouveau marché sur lequel duquel on va prendre le monopole. Et ce qui s'est passé un peu, c'était un peu non prévu, hein, c'est là où intervient la chance, ou en tout cas ça s'est bien mis, c'est que en crowdsourçant nos photos, donc en faisant en sorte que n'importe qui puisse permettre ses photos, on a baissé le coût des photos. Il est passé de 500 plutôt à entre 5 et 10 euros. Oui. Et on s'est ouvert un nouveau marché de toutes les PME qui n'auraient jamais acheté une photo pour 500 euros et qui n'auraient jamais et qui ne voulaient pas télécharger de manière illégale, quoi. Donc on a ouvert un nouveau marché qui était celui de la PME, et sur ce marché-là, on était finalement qu'une poignée d'acteurs, quoi. Ce qu'on refait nous avec, je crois que tu le sais pas d'ailleurs, mais une boîte que j'ai cofondée qui s'appelle WeFlash, un peu plus de 10 ans après, où on se dit en gros les agents immobiliers, s'ils payent 500 euros pour avoir un shooting d'un appartement, ils payent pas, c'est trop cher. En revanche, si je leur fais un shooting à 80 euros parce que je suis capable d'en faire plein, qu'aujourd'hui on en fait plus de 200 par jour, et ben évidemment ils vont l'acheter. Donc on recrée un marché sur un endroit où on aide à vendre plus facilement, ce qu'a prouvé Airbnb par exemple. Exactement. Okay. Et donc du coup, grosse croissance, Photolia France d'abord, Monde Direct. Non, Photolia, très rapidement on crée un Photolia aux États-Unis. D'accord. C'est-à-dire que justement, encore une fois, grâce à Oleg, grâce à Patrick, grâce à leur ambition, grâce au fait que pourquoi ils ont mis de l'argent, parce qu'ils venaient de le vendre à ce moment-là à Maine, oui, pour une somme tout à fait coquette, et ils avaient des grandes ambitions, et donc directement quand je les ai rencontrés, on s'est dit on va aller créer la boîte aux États-Unis. Pas pour des questions fiscales, etc., pour des questions d'ambition, de se dire c'est à New York que ça se passe, et si on veut créer un business international, il faut être là-bas, quoi. Donc là, tu pars à New York. Donc, je crée la boîte à New York, ouais, et moi, je reste tout le temps en remote entre Paris, entre la Belgique, entre l'Angleterre. Et là, pendant plusieurs années, on va créer en fait une boîte complètement sans bureau. Et je me rappelle tout à fait d'ailleurs, au bout de 3 ou 4 ans, il y avait, parce que évidemment, le premier gros marché qu'on a attaqué après la France, c'était l'Allemagne, parce que moi j'avais certaines affinités, et ça a d'ailleurs été le plus gros marché, ça l'est toujours, de Photolia. Ça représente aujourd'hui encore un tiers du chiffre d'affaires de Photolia. Incroyable. C'est un marché difficile à pénétrer, mais c'est quand même le plus gros marché européen. Infernal à pénétrer. Quand on a pénétré, ouais, on n'en sort plus, et les Allemands sont fidèles, quoi. Et je me rappelle que on avait une dizaine de personnes qui travaillaient en remote depuis Berlin, et ils se sont mis d'accord ensemble pour prendre un bureau, parce qu'on n'avait pas de bureau, donc ils se sont payés leur bureau même. Exactement. Oh, c'est venu depuis les salariés, quoi. C'est fou, parce que c'est vrai que moi je t'ai rencontré à cette époque-là, pour la première fois, la seule et unique fois on s'est vu avant aujourd'hui, et en effet, je me souviens que ça avait marqué. Tu nous expliquais que tu bossais entre différents endroits et que vous aviez... alors, il y a quelques autres boîtes. Hein. Il y a Basecamp, je crois, ouais, Automatique. Il y a 2-3 boîtes voilà, Signal, ouais, exactement, qu'on fait... Buffer, qui est connu aujourd'hui pour... Ouais. Et qui n'ont pas de bureau, qui font bosser tout le monde. Alors, il faut que ce soit souvent natif, c'est-à-dire que ça vient depuis l'origine. C'est pas facile de transformer une boîte comme ça. C'est possible, mais c'est pas facile. Mais vous aviez ça dans le sang, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous faisiez des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Et jusqu'à 20-30 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, jusqu'à la première vente de Photolia, on n'a pas eu de bureau, ou alors des ersatz de bureau, parce que des gens se rassemblaient pour travailler depuis certains endroits, et ça a créé une espèce de culture du remote que moi j'essaie d'introduire dans mes boîtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je préfère
quand tout le monde est au même endroit. Mais je pense que toute entreprise doit avoir une culture des remote parce qu'à un moment ou à un autre, quand on grossit, on a soit un bureau à l'étranger, soit on doit prendre des gens en remote parce qu'il y a des gens incroyables qu'on a envie d'avoir. Ouais. Et donc, il faut introduire cette culture des remote depuis le premier jour, quoi. Et du coup, cette croissance, elle se fait comment? C'est-à-dire que tu passes de ton premier million d'euros de chiffre d'affaires, il se fait en combien de temps? Comment t'arrives à grossir autant? Sachant que, je précise juste, c'est quand même un business qui fait rêver parce que quand on est entrepreneur et dans le e-commerce, vendre du digital, comme tu le disais tout à l'heure, vendre un produit qui est complètement dématérialisé, c'est pas de stock, c'est pas d'expédition, donc t'es vraiment sur quelque chose d'absolument fantastique. Exactement, c'est totalement intangible. C'est une place de marché où aussi on fait 2/3 de marge. C'est-à-dire qu'une place de marché type Airbnb ou les places de marché traditionnellement, on fait 10-15% de marge. Chez Fotolia, on reverse en moyenne 33% aux photographes. Je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi, mais c'est historiquement dans l'industrie, ça fonctionnait comme ça et ce qui a fait qu'on faisait plus de marge que les autres. J'ai noté un petit peu les chiffres de Fotolia pour faire un peu rêver. Donc, en 2005, on fait 40 000 dollars de revenus. En 2006, on fait déjà 2 millions de dollars de revenus. On fait en 2007 7 millions. Donc, revenu, c'est chiffre d'affaires. Hein, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires en sachant qu'on fait... Avant reversement au photographe. Avant reversement au photographe. Il faut enlever pour avoir un tiers. Je dirais la marge brute. Il faut enlever un tiers de ce montant. On fait donc 7 millions en 2007, 18 millions en 2008. On fait un peu le D3, comment on appelle ça Hockeystick, non, c'est pas ça? Non, ou T2, D3. Ou T3, D2, ça veut dire qu'on dit que pour faire une million de compagnie, il faut, à partir d'1 million d'euros, faire 3 années consécutives dans lesquelles tu triples ton chiffre d'affaires, puis 2 années où tu doubles. Et finalement, on suit plus ou moins ce pattern. Donc, croissance vraiment fulgurante. Et incroyablement, je m'en rappelle très bien, parce qu'on n'avait pas trop de repères, je me rendais pas compte à quel point on était en train de faire une énorme société. Je me rappelle qu'en 2007, j'étais content du chiffre, je le suivais en fait de manière journalière et je me rappelle que je disais tout le temps à ma nana du moment, d'ailleurs qui deviendra ma femme en l'occurrence, dès qu'on atteint 20 000 euros par jour, on était à 10 000, on se fait un restaurant 2 étoiles, etc. Je me mettais des objectifs si bien qu'en fait, j'ai pas pris assez de recul pour me dire qu'on était en train de faire quelque chose qui explosait. Ça a été au moment de la première vente de Fotolia à un fonds d'investissement en 2009 que j'ai réalisé qu'on avait créé pas mal de valeur, en fait. Voilà, donc ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de refinancement entre-temps? Non, il y a Oleg et Patrick qui ont remis un petit peu d'argent tout au début. Mais c'est un business qui était générateur de cash, dans le sens où les gens payaient des crédits, c'est-à-dire que les clients payaient en avance et que les photographes mettaient du temps à décaisser leur argent. Donc il y avait une grosse trésorerie. Donc au-delà d'Oleg et Patrick, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de financement. D'accord. Il y a pas eu de financement. Vous étiez assez maître à bord. Et donc vous vendez une première fois en 2009. Donc ça, c'est aussi la singularité de Fotolia, c'est que vous avez vendu plusieurs fois. Écoute, moi, si on m'avait proposé d'acheter pour 500, je me rappelle, je l'ai dit à ma femme en 2006, pour 1 million d'euros Fotolia, je l'aurais vendu. Heureusement que j'étais avec j'avais des actionnaires qui avaient beaucoup plus faim que ça. Et donc, ils t'ont appris beaucoup, oui. Et donc, du coup, en 2009, et ça encore une fois, c'était une super bonne idée d'Oleg, on vend 50% de Fotolia. C'est-à-dire qu'on dérisque, on vend qu'une partie, de Fotolia. Sur une très grosse valo déjà. Sur une valo tout à fait honorable. Mais pas grosse par rapport aux résultats qu'on faisait. Finalement, ça a été un fair deal pour TA Associate qui a acheté la boîte à ce moment-là. Là, tu disais combien de JTA à ce moment-là? Donc, tu m'as dit à peu près... Quel est le chiffre qu'on faisait en 2009? Ça devait être 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Thibaut regarde sur son téléphone, c'est pour ça qu'on vérifie. Mais d'accord, donc 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. 10 millions de photos à ce moment-là, 250 000 photographes. Et c'est du coup la première vente de Fotolia, celle qui marque. Après, on revendra Fotolia, mais c'est celle où c'est l'année où on touche un premier gros chèque, où on se rend compte de ce que ça veut dire avoir de l'argent, où on se pose des questions, où ça fait un peu peur. Moi, je me rappelle, c'était, je crois, en avril 2009 que j'ai touché mon premier ce virement, le premier Fotolia. J'avais 30 ans, et je me rappelle.
j'ai eu peur de traverser la route pendant 2 semaines. Je me suis mis dans un schéma mental où je me suis dit merde, t'as pas tout fait ça pour ne pas en profiter, quoi. Donc je me rappelle, c'est marrant, c'est une petite anecdote rigolote, mais j'ai eu peur de mourir pendant 2 semaines et c'est le moment d'euphorie totale où tu pètes une pile, tu fais n'importe quoi, ça va, Non, je pars 3 mois un peu travailler en remote du côté de l'Asie avec ma femme, et je me marie cette année-là. J'ai mon premier enfant. J'ai été occupé à plein d'autres choses en parallèle, mais pas de célébration complètement démente. Enfin. C'est pas la tienne, quoi. Non, c'est pas celle-là. Non, pas de folie. Non, parce que je dis c'est pas la tienne. Je montre, on est devant une verrière, devant il y a une grosse Lamborghini blanche. Je me dis ça a pas l'air d'être le genre de Thibaut, mais. Alors c'est pas mon genre, en tout cas pour le moment. Par contre, ce que je me suis acheté, c'est une machine à presser les oranges. C'est les grandes machines. Je vois très bien. Où tu mets les oranges au départ dans le truc et qui. J'adorais la cinématique et je me suis dit. Super à nettoyer ça. L'enfer. L'enfer. Je l'ai utilisé tu l'utilises 10 minutes et tu la nettoies pendant 3/4 d'heure, quoi. D'accord. Donc super. Donc on vend, juste pour faire rapide, on a vendu une fois 50% de la boîte en 2009 à TA Associates. On revend encore à KKR en 2012 50% de la boîte. Et au final, c'est Adobe qui rachète les parts. Quand tu dis on revend encore, ça veut dire que tu revends. Toi, il vous reste 50%. Nous, il nous reste 50% et on revend encore 50% de ce qui nous reste, donc 25% de l'equity de la boîte. Et à chaque fois, on vous demande de rester 2 ans, 3 ans. Alors moi, j'étais dès la première vente, je commençais à avoir mon focus ailleurs, c'est-à-dire que j'étais encore très opérationnel chez Fotolia, mais Oleg était devenu le CEO et moi j'étais en train de faire autre chose, donc j'ai été loqué à cette première vente, mais plus loqué ni à la deuxième ni à la troisième. D'accord. Moi, encore une fois, pour moi, être loqué, c'est même dans le cadre d'une vente, c'est un peu comme signer un contrat je suis incapable. C'est-à-dire que je refuserais n'importe quelle vente aujourd'hui. Je le comprends. Dans lequel je pourrais être loqué. J'ai vraiment du mal par rapport à ça. Mais je le vois comme une pathologie. Hein. Je suis pas fier de ça non plus. Et du coup, on a vendu le solde à Adobe. Alors c'est super. Enfin, l'histoire est géniale puisque tu peux expliquer à tes parents que tu as fait une banque d'images et que ça a été racheté par le créateur de Photoshop. Et ça a beaucoup de sens, quoi. Oui. Quand je leur ai expliqué qu'on a vendu à des fonds de private equity, ça allait dépasser totalement. Et Adobe a racheté tout. Hein. Adobe a racheté 100% de la boîte et Fotolia est devenu Adobe Stock et intégré dans la suite Adobe Creative. Et du coup, quand tu souscris à l'abonnement, tu peux souscrire à l'utilisation à une utilisation de Fotolia illimitée. D'accord. Ok. Et du coup, les fonds qu'on racheté au passage sont sortis très heureux également. Les fonds sont sortis. Honnêtement, tout le monde a fait exactement le multiple qu'il avait envie de faire. D'accord. Ça a été une super aventure pour tout le monde. Fantastique. Donc ça, là, tu arrives, toi, à créer Zilloc en parallèle. Alors exactement, 2007-2008. Rapidement quand même. Hein. Ah ouais, très rapidement. Hein. Mais alors, j'étais officiellement, alors on peut en parler aujourd'hui, il y a prescription, hein, mais j'étais officiellement encore à fond sur Fotolia. Et moi, j'avais une idée d'un eBay, justement, encore une fois, hein, comme quoi eBay m'a obsédé, mais d'un eBay de la location. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Vraiment, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, alors que ça, finalement, après, j'ai réalisé qu'elle avait déjà essayé, il y a quelque chose à faire, il y a une place de marché à faire où n'importe qui pourrait mettre en location n'importe quoi. Les gens sont plus intéressés aujourd'hui par l'usage que la propriété. On était un peu en avance de phase parce que finalement, il aura fallu attendre quelques années encore pour que ça se démocratise, mais c'est un peu l'optique d'aujourd'hui. Et je lance avec un pote belge, Gary Zilloc, Gary Sigé, et on rencontre très rapidement une troisième associée, Marion Carrette, qui a un projet parallèle. On décide de fusionner dans les premiers mois. Et c'est franchement... et on a Marc Simoncini t'as sûrement dans le nom, et bien sûr, pas mal de fois dans les podcasts aussi, qui croit au projet, en l'équipe, et qui met directement 1 million d'euros, puis qui remet 1 million d'euros au bout de 2 ans, en mode feeling, comme il sait bien faire. Et au final, je crois qu'il s'en sort bien parce que le projet a une issue favorable avec Wicar. Et toi, t'avais pas encore de cash à cette époque-là, donc moi, j'ai pas encore de cash. Non, j'ai pas encore de cash. Donc je développe. Alors c'est ça la force de savoir développer, c'est qu'on a une idée et on peut le faire, quoi. Hein. Donc
ça sera le dernier moment où je développe parce que finalement c'est beaucoup trop chronophage et j'avais d'autres choses à faire. Mais à ce moment-là, j'ai encore développé le site Zilog, donc c'est moi qui ai tout développé de but en blanc. D'ailleurs, le site qui est aujourd'hui en ligne, hein, tu regarderas, c'est encore le site plus ou moins. Évidemment, il a été modifié en Zilog, tu l'écris Z-I-L-O-K. Z-I-L-O-K. C'est un nom surprenant. Oui. Et là, aventure incroyable. Moi, j'adore parce que je suis avec une super équipe, Marion et Gary, on s'amuse beaucoup. Tu surfes entre les deux business. Ouais, et cette période un peu dure où je fais deux choses en parallèle et j'ai l'impression de m'éparpiller. Okay. Vraiment, j'ai l'impression de bâcler les deux, de pas faire le bon boulot sur Photolia, de pas être à fond sur Zilog. Et finalement, au bout de 2 ans et demi, 3 ans sur Zilog, je jette l'éponge en leur disant ça ne se développe pas comme je voudrais. Ça part plutôt en B2B. Moi, j'avais envie de faire une plateforme C2C à la eBay. Et je décide de jeter l'éponge. Ça coïncide plus ou moins à la première vente de Photolia. Ça. Et là, je commence. Ça se transforme comment jeter l'éponge? Ça veut dire que tu donnes tes parts. Je donne mes parts. T'en gardes un petit peu. Pour être très précis, je vends. Non, je donne toutes mes parts et je reprends un site qu'on avait créé en parallèle qui s'appelait ZJob, qu'on vendra après à Région Job d'ailleurs, qui est un petit site d'emploi qu'on avait créé en parallèle. Et je dis très simplement, je reprends le site et au final, il aurait été plus lucratif que je garde mes parts, mais honnêtement, Marion a travaillé encore 5 ans pour créer de la valeur et pour créer ce que Wicar est devenu. Donc, et j'étais pas responsable de ça. Donc, elle a tout le bénéfice de ce qu'elle a fait, quoi. Et à ce moment-là, je me retrouve en 2009-2010 avec un peu d'argent. Donc, je commence mon activité de business angel. Aujourd'hui, c'est une grosse activité. C'est-à-dire que j'investis énormément en business angel, mais ça a commencé en 2009. J'ai un peu de Photolia. Je commence à faire développer des applications iPhone. Je monte une espèce de mini startup studio iPhone, etc. Et en gros, fin 2010, je me fais waouh, Thibaut, tu pars dans tous les sens. Tu fais n'importe quoi. Il faut trouver une manière de consolider. Et c'est de là qu'est venue finalement l'idée de ce startup studio eFounders. C'est venu pour me créer un cadre. Je pars un peu dans tous les sens et je me dis, je vais créer un cadre qui fait que chaque fois que j'ai une idée de boîte ou chaque fois que je crée une boîte, ça vient contribuer à créer un actif qui soit toujours le même et qui s'appellera eFounders. Et en même temps, j'ai plein d'idées de boîte parce que pendant que je fais Photolia, je rencontre plein de problématiques que j'ai envie de régler. Et en fait, tous les premiers business, que ça soit Mailjet, que ça soit Mention, que ça soit Aircall, que ça soit Front, qui sont toutes les boîtes, enfin une partie des boîtes qu'on a créées avec eFounders, toutes les boîtes viennent régler des problématiques que j'ai rencontrées chez Photolia. Donc, je les citerai tous dans les show notes et puis on mettra un lien vers eFounders. Mais en effet, du coup, tu pars très vite là-dessus. Ton activité de business angel, tu la continues quand même? J'investis énormément. J'investis. Alors j'essaie de. Alors, je vais en parler là pendant le podcast, donc on va se dire que c'est un peu paradoxal, mais j'essaie d'être assez discret parce que j'ai pas envie d'avoir des gens qui me contactent directement, c'est-à-dire que j'investis toujours parce que via. Ok. Parce que c'est souvent le plus efficace. Ouais, exactement. Par reco, des gens. Nous, on est encore tout en bas de la chaîne, et moi je traîne tout le temps avec des CTO et des développeurs qui ont 23 ans, donc c'est par ça que j'ai pas mal de leads. Okay. Et j'ai investi dans à peu près 80 projets dans les 3 dernières années. Ouais. Tout le temps en early stage et tout le temps dans la tech, dans des boîtes comme Algolia, comme Payfit, comme Miro. Pas mal. Je le savais en fait. Je l'avais un peu. Et dans plein d'autres boîtes dont je cite pas, mais auxquelles je crois beaucoup. C'est parce que je cite les boîtes qui sont les plus connues. Miro étant un concurrent de WeFlash, je le précise. Et on a toujours été en face sur certaines choses en fait. Ça c'est marrant. Enfin, je veux dire différentes, mais toujours. On lance d'ailleurs un podcast chez eFounders bientôt. Mais t'as bien raison. Et ça, je suis ravi. C'est ce que je disais aussi. Il faut lancer des podcasts. Pour promouvoir l'univers du podcast parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui y vont. Et d'ailleurs, vous avez aussi, et je le précise, chez eFounders, des super écrits, toujours en anglais, je crois, mais qui expliquent un peu plein de choses qui sont très inspirantes. Nous, on a vécu avec WeFlash, par exemple, une problématique qui était
sous une forme de startup studio avec Cosa Vostra, on a créé WeFlash parce qu'on croyait à ce modèle économique depuis des années. Moi, je croyais à ça. C'était une idée que j'avais depuis quelques temps. Et puis après, on a fait rentrer des opérationnels. Et puis après, on a fait rentrer des fonds. Et on est arrivé à ce moment-là où, en fait, les fonds nous ont regardé en disant, mais ils font quoi, là, le Cosa Vostra, Padrino, le startup studio, là, le machin, qu'est-ce qu'ils foutent là nous on dit nous on est là parce qu'on a créé la boîte en fait, donc ouais, mais t'es pas opérationnel, tu dégages quoi. C'était un peu ça. Je crois que c'est des choses que vous avez vécues à plusieurs reprises. Ah oui, carrément, hein, de moins en moins, mais beaucoup au départ, où en fait, et de manière légitime, hein, je veux dire, les fonds investissent dans un schéma de boîte qui savent marcher, et ils savent que ce schéma fonctionne. Donc ils vont pas sortir de leur cadre. Et pour eux, effectivement, et ils n'ont pas tort non plus, l'equity, ça rémunère le travail qui va être fait dans le futur. Quand on parle d'equity, c'est le nombre de parts qu'on a. Ouais, exactement. Ouais. Le nombre de parts va rémunérer ce qui va être fait dans le futur. Donc ils valorisent pas la création de valeur au lancement de la boîte. Moi, je suis juste pas d'accord avec eux. Je pense que le fait de rassembler une équipe, d'amorcer et de lancer un projet, ça vaut une partie très importante de la boîte. Et aujourd'hui, on prend de moins en moins d'equity. On en parlera sur nos projets. Au début. D'ailleurs, enfin, jusqu'à la fin, parce que oui, évidemment, on part tout le temps d'un maximum d'equity, un minimum, mais on prend de moins en moins d'equity. Et très rationnellement, je pense qu'on mériterait davantage. Sauf qu'on sait très bien qu'en prenant moins d'equity, on a plus de volonté de la part des fonds. Et donc, du coup, on arrive à lever sur des meilleures valorisations. Du coup, on s'en sort mieux. Mais rationnellement, je vais le dire, c'est un peu politiquement incorrect, mais je pense qu'on mériterait au moins la moitié de nos boîtes, quoi. On a commencé d'ailleurs notre modèle en prenant 2 tiers, en donnant en fait 1 tiers aux entrepreneurs. Oui. D'ailleurs, ils étaient très contents et ça les ravissait. On a changé parce qu'on a commencé à créer des boîtes américaines, à les envoyer chez Y Combinator, un accélérateur que certainement Alice Zaguri, on en a parlé la semaine dernière. Voilà. Oui, bien sûr. Et eux imposent que les fondateurs aient 80%, au moins 80% du capital. Donc on a un peu fait évoluer notre modèle en donnant la moitié, en fait, en prenant la moitié pour nous et la moitié à l'équipe fondatrice. Et maintenant, on évolue plus sur un modèle où on donne 2 tiers du capital à l'équipe fondatrice. Pourquoi ? Parce que grâce à cette répartition du capital, on arrive à toucher des plus gros VC américains qui mettent sur des meilleures valorisations. Donc, tu t'es fait tordre le bras, quoi. Hein ? Ouais, mais au final, on se rend compte que des boîtes dans lesquelles on a le moins de parts, ces parts-là valent le plus. Donc ça fonctionne, quoi. Oui, le marché t'a tordu le bras, mais c'est exactement. Et honnêtement, si je veux créer mes boîtes, en ayant 80% du capital, je peux le faire. Je trouverai des entrepreneurs, je suis persuadé, et des entrepreneurs brillants. Par contre, je devrais pas compter sur le financement des VC. Je devrais me financer autrement, ce qui est aussi peut-être le futur Defenders, quoi. Oui, parce que c'est ça. Donc on n'est pas venu sur la base Defenders. Donc je rappelle que vous bossez sur, tu le disais tout à l'heure, des logiciels en SaaS, donc des logiciels plutôt de bureautique, de B2B. Tu règles des problématiques d'entreprise. Et en SaaS, ça veut dire que c'est pas des choses où il faut télécharger un software, et c'est vraiment tout sur dispositif. Tout en ligne, avec un modèle souvent qui est par abonnement récurrent par mois. D'accord, voilà. Donc tu vas chercher ce qu'on va appeler du MRR, du Monthly Recurring Revenue. Exactement. J'invite, je crois que vous expliquez bien plusieurs choses autour de ça. On essaie de régler par des logiciels tous les problèmes que rencontrent les PME à travers le monde. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des logiciels qui sont, on appelle horizontaux, c'est-à-dire qui peuvent fonctionner à la fois en France, aux US, au Pakistan ou en Uruguay, et qui viennent régler toutes les problématiques qu'ont les PME. Une PME qui veut faire traduire un document avec Textmaster, une PME qui veut monitorer sa présence sur Internet avec Mention, une PME qui voudrait envoyer ses emails avec Mailjet, une PME qui voudrait remplacer son téléphone avec Aircall, une PME qui voudrait gérer son support avec Front. Donc à chaque fois qu'une PME a une problématique, on essaie de créer un logiciel pour y remédier. Avec une équipe différente à chaque fois, parce que il vous semble plus opportun de créer une start-up par problème que de vous dire je vais créer une méta-start-up qui règle tous ces problèmes. Nous, on pense qu'avant, il y avait Microsoft, et que Microsoft s'est dit chaque logiciel va être une verticale de mon entreprise. Nous, on pense qu'il est plus légitime aujourd'hui et qu'on crée plus de valeur en créant une entité par logiciel, notamment parce que
Pas parce que moi j'aime ça, revendre... travailler. Je sais pourquoi, parce que tu espères revendre toutes tes entreprises une par une à Microsoft. Exactement, mais peut-être que j'aurais plus de légitimité de vendre le tout. Et pour le coup, non, je pense que pour créer une grosse startup, il faut que cette entreprise elle ait une culture et un ADN. Oui. Et tu peux pas créer une culture forte d'entreprise et un ADN si tu es sous perfusion d'un studio ou d'une même entreprise, quoi. Donc on aurait pu prendre effectivement le parti de créer tout. D'ailleurs, on y a pensé. Au début, on avait acheté pas mal de domaines en 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3 Sign, 1, 2, 3 Translate, en se disant on va créer une suite de logiciels. Et finalement, ça s'est pas fait comme ça. Donc juste pour reprendre, rajouter un tout petit commentaire, comment ça se passe? On a des idées qui viennent souvent des problématiques, moi que j'avais chez Fotolia et qu'on rencontre aujourd'hui chez eFounders. Et il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir, des gens qui ont souvent lancé des boîtes par ailleurs. Et comme ils viendraient voir un cofondateur à une terrasse de café, et on leur pitch nos idées. Et s'il y a une idée qui les amuse, alors on va itérer avec eux pour transformer en 18 mois, recruter une équipe, créer un produit, créer une première traction, lever de l'argent et rendre la boîte totalement indépendante. Alors tu vas me raconter peut-être comment tu choisis ces entrepreneurs, comment à chaque fois tu choisis ces associés, parce que c'est quand même là où tout se passe. Mais juste avant, comment tu t'es retrouvé sur eFounders? T'as un associé, Quentin. Alors j'ai exactement. Et comment c'est financé? Qui est-ce qui est derrière? Est-ce que c'est toi parce qu'il y a quand même des coûts énormes. Je veux dire, ça fait des années que tu depuis 2011 que vous avez rien revendu encore? On n'a rien revendu et c'est notre seul. Exactement. On est dans un très beau bureau. T'as pas mal de monde ici. Je pense que tu les payes pas avec des cacahuètes ou du riz. Briques. Des briques. Voilà. Donc voilà. C'est quoi le modèle? Là, tu fais que dépenser depuis 5 ans. 6 ans depuis investir 2011 plutôt, ouais, exactement, mais donc dépenser effectivement on brûle de l'argent depuis 7 ans et on n'a aucune rentrée d'argent. On a ce qu'on appelle ce que je l'appelle un startup studio dans sa pure définition, c'est-à-dire qu'on ne fera de l'argent qu'à partir du moment où on vendra une boîte, ou alors qu'une boîte nous verse des dividendes. On force pas du tout l'exit pour nos boîtes. Si une de nos boîtes veut devenir le prochain Google, fait une IPO, tant mieux. Si une de nos boîtes décide de rester privée et veut nous verser des dividendes, tant mieux, quoi. Alors moi j'ai rencontré Quentin en Belgique en 2011 et c'est avec lui donc on a eu l'idée de structurer ce startup studio comme il est structuré aujourd'hui, et ça a été un peu le coup de foudre dans le sens où Quentin était ultra complémentaire. Moi je suis un peu l'entrepreneur fougueux, très produit, très stratégie. Lui il est plutôt posé, serein, hyper rigoureux sur tout ce qui est légal et ce qui est admin. Et heureusement qu'il a été là, parce que faire un studio et créer plein de boîtes comme ça, c'est au niveau administratif très complexe. Et c'est lui qui est un peu le gardien du temple par rapport à nos finances, et pour essayer. Alors t'as l'air de dire qu'on a des bureaux somptueux, mais bon, c'est chouette. Oui, alors ils sont très jolis, mais ça reste des petits bureaux dans Paris. Et on a financé tout. Lui, parce qu'il avait revendu une boîte avant, il avait fait une boîte qui s'appelait Resto Presto, qu'il avait revendu à Resto In, justement, la boîte de Clément Benoît. Peut-être déjà interrogé. Non, tu pourrais d'ailleurs aller voir à New York. D'accord. Clément Benoît. Et on a financé tout ça pendant les 3 premières années, et au bout de 3 ans, donc après la 3e boîte, donc Mailjet, Mention, Textmaster, on s'est dit on est sur quelque chose de bien, on a compris un peu comment ça fonctionnait, on crée une boîte par an, on va passer à la vitesse supérieure, et à ce moment-là on a recommencé à recruter une équipe. Alors une petite équipe, et on est toujours une petite équipe d'une dizaine de personnes. Moi, j'ai toujours dit que dès qu'on dépasse 12, je m'en vais. J'ai pas envie j'ai envie d'être une équipe agile et une toute petite équipe. Donc, l'équipe eFounders, ce qu'on appelle la core team, l'équipe mutualisée, c'est aujourd'hui 10 personnes. Et pour financer ça, comme on avait besoin de plus d'argent, j'ai fait rappel à Oleg de Fotolia, mon associé dans Fotolia, qui a fait une levée de 5 millions d'euros. Donc, il y a vraiment cru, il a eu raison d'y croire d'ailleurs, parce que c'était un gros pari, et même pour lui, c'était un gros investissement. Je crois que c'était son plus gros investissement à ce moment-là. Et on a refait 2 ans après une levée de fonds auprès d'entrepreneurs et d'investisseurs, une quarantaine, pour lever encore 5 millions d'euros. Et
Pourquoi on a fait ça auprès de pas mal de gens? Parce qu'on voulait que ces gens puissent financer nos startups à terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un tour de financement dans une de nos startups, on donne l'opportunité à nos investisseurs de suivre le tour. C'est-à-dire de premier regard ou quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, ils sont peut-être prioritaires ou même pas forcément. Oui, exactement. Il y a un droit de prorata. Donc, quand on fait une levée de capital, il y a X%, on va dire 20%, qui est réservé en priorité aux investisseurs d'eFounders. Et c'est ce qu'on leur a vendu quand on leur a demandé d'investir, quand on leur a proposé d'investir chez nous. Et du coup, eFounders dépense à peu près combien? Je sais pas, vaguement. Aujourd'hui, c'est 250 000 € par mois. D'accord. Donc c'est énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on paie? On paie 2,8 millions par an. Hein, on paie toutes les. Donc on a à peu près 4 ou 5 projets qui sont tout le temps incubés. Donc les projets restent entre 9 et 18 mois chez nous. Et pendant ce temps-là, on paie tout et notamment on paie les équipes. Ça veut dire qu'on a à peu près une trentaine de personnes entre Bruxelles et Paris. Et ces gens coûtent cher et on finance chaque fois qu'on monte une boîte, jusqu'au moment où elle lève de l'argent, on finance l'intégralité des coûts, quoi. Et donc cette boîte, je sais pas, en moyenne, tu peux me dire combien elle te coûte un lancement avant que ça lève? À peu près, alors au début ça coûtait moins cher. Comment on s'est structuré à peu près aujourd'hui, ça nous coûte à peu près 500 000 € de lancer une nouvelle entreprise, quoi. Donc pour 500 000 €, t'as un tiers d'une future licorne. Exactement. Et du coup. Et du coup, ouais, mais en revanche, c'est quand même vous qui y croyez. Et comment tu choisis alors c'est vraiment un modèle très original, je trouve passionnant. Comment tu choisis c'est des candidatures, tu dis tiens, je vais lancer ce machin, qui est-ce qui veut venir t'as 120 mecs qui candidatent, enfin, comment ça se passe? Non, ça se fait un peu de manière continue. On a toujours 3 ou 4 idées dans le pipe. Oui. Là, on a 3 ou 4 idées qui nous intéressent, sur lesquelles on a pas mal travaillé. C'est-à-dire que généralement, on a fait des mock-ups. Moi, je fais pas mal de mock-ups encore, donc j'ai mock-upé les produits. Mock-up, c'est une sorte de brouillon, hein, en gros. C'est finalement des images de ce à quoi ressemblerait le logiciel. Pas pour l'aspect design, mais pour l'aspect, moi, ça me permet de me projeter, d'imaginer ses fonctionnalités, en fait, la manière dont ça va fonctionner, quoi. Et donc on le mock-up, on analyse un petit peu le marché. Généralement, on a interrogé quelques clients, donc je dirais que c'est des idées qualifiées. Ouais. Et on a, c'est ça un peu aujourd'hui ce qu'on a créé avec eFounders, une réputation qui fait qu'il y a à peu près une centaine, 150 fondateurs qui viennent nous voir, entrepreneurs qui viennent nous voir chaque mois. Okay. Et parmi ceux-là, on doit en trouver 4, on doit en trouver 4 par an à qui on va pitcher nos idées et qui vont accrocher à ces idées. On cherche chaque fois. Mais il faut aussi que vous accrochiez à eux. Exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des entrepreneurs. Vraiment, c'est ce qui fait la différence. C'est déjà, enfin, une petite parenthèse, mais moi, plus ça va, alors je le sais parce qu'on nous le dit depuis la nuit des temps, mais plus ça va, plus je vois que le succès d'une startup réside dans la qualité de ses fondateurs, quoi. Il faut une idée pas trop mal, mais derrière, il faut des fondateurs extrêmement bons. Et donc, du coup, on est de plus en plus exigeant sur les fondateurs qu'on prend. Et c'est quoi un fondateur extrêmement bon? Est-ce que un type qui a, je veux dire, comme toi et moi, qui a à l'aube de ses 40 ans, qui a 3 enfants, 2 enfants, il peut être bon entrepreneur? Tu crois ça, toi? Ou faut qu'il ait 27 ans et qu'il soit corps et âme dédié, qu'il bosse comme un yinche, jour, nuit, week-end, vacances comprises? Écoute, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait d'être marié, d'avoir des enfants, l'âge et être bon entrepreneur. Nous, on a un peu de tout, justement. Oui. On a Olivier de Hercole qui a 3 gamins et 2, il me corrigera, et qui a une belle, un beau passé derrière et qui est aujourd'hui le fondateur d'une boîte qui cartonne. Et on a Mathilde de Front qui a 28 ou 29 ans et qui a commencé chez eFounders quasiment juste après ses études, quoi. Donc on a vraiment tout le spectre. Moi, ce que je cherche, c'est des gens, des entrepreneurs. En gros, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est des gens très optimistes, des gens qui croient en ce qu'ils font et qui tiendront la barre malgré la tempête. Des merdes, il y en a toujours. Et moi, je veux des gens qui y croient jusqu'au bout, un petit peu de manière naïve, des gens optimistes, naïfs et optimistes qui feront que on va avancer tant bien que mal, quoi. Mais c'est sûr que de toute façon, que ce soit, et c'est ce que je cherche à prouver aussi avec ce podcast, mais que tu sois sportif, que tu sois artiste ou que tu sois entrepreneur, il y a des moments où ça va mal, et si toi t'y crois pas jusqu'au bout du bout, personne n'y croit pour toi, quoi. Il y a toujours une phase où les mecs se disent autour de toi, tes parents, tes potes, tes cousins, peu importe, se disent mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans, c'est quoi son trip, quoi.
Et ouais, je pense que Et c'est d'autant plus important que tu vas devoir fédérer une équipe. Donc il faut aussi avoir ce côté un peu fédérateur, évangéliste. Et c'est pour ça qu'il faut y croire aussi, parce que si tu n'y crois pas, les autres y croiront pas, pour pouvoir tirer une équipe avec toi, quoi. Et il y a une phase de test quand même. Je veux dire, ils arrivent pas. Alors, ça vous êtes déjà planté on s'est planté 50 fois et on risque de se planter encore. Hein. Ouais. C'est avant tout une aventure humaine. Et dans chaque aventure humaine, il y a pas mal de place au problème. Et on a. En gros, ce qu'on se dit, c'est qu'on travaille ensemble et si ça fonctionne pas, on arrête, quoi. Hein. Et si ça se passe avant qu'on incorpore la boîte, parce qu'on crée l'entreprise, qu'à partir du moment où on a un product market fit, ben on en arrête là. Donc product market fit, c'est que vous avez prouvé que le produit fonctionne avec un marché et qu'il y a un peu de revenus. Exactement, exactement. C'est à ce moment-là qu'on se dit, il est temps d'incorporer la boîte. Ouais. Avant ça, elle est incubée chez eFounders sous la forme d'un projet, parce qu'administrativement, c'est plus simple. Donc à partir du moment où on incorpore cette boîte, les entrepreneurs ont des parts de l'entreprise. Mais de toute façon, et directement les 2 tiers ou ça mais en fait, non. Dans toutes les boîtes, dans toutes les startups, les parts sont vestées, c'est-à-dire qu'on les a pas directement. Aux États-Unis, c'est la boîte. C'est les boîtes, les parts appartiennent à la boîte et la boîte va donner ses parts au fur et à mesure du temps aux fondateurs. Et en France, dans toutes les startups qui lèvent de l'argent avec des VC, il y a ce qu'on appelle un bad lever et un good lever qui va définir pendant les premières années quelles sont les parts qui vont être données ou pas au fondateur et qui définit notamment les règles dans le cas où il part ou on le fait partir, quoi. Donc de toute façon, les parts n'appartiennent pas au fondateur pour les premières années, où elles appartiennent au fur et à mesure. Donc oui, ça nous arrivait de nous tromper et je pense que ça nous arrivera encore et c'est pas grave. En revanche, vous avez eu en parallèle des alors au moins en levée, puisque les exits, il n'y en a pas eu, mais là, depuis le début de l'année, je vois, alors mon associé Laurent Kretz, qui est un très qui suit c'est la vigie de Cosa Vostra sur tout ce qui se passe sur le digital, puis qui aime beaucoup eFounders aussi. Connecte les lignes, connecte les points. On a l'impression depuis le début de l'année que vous avez levé tous les jours, presque j'exagère, mais en plus des montants potentiellement alors faramineux, que ce soit en seed ou faramineux que ce soit en série A ou B. J'ai l'impression, en tête, j'ai de 3 à 55 millions, je me trompe, ou au moins de 3 à 8 millions, j'ai entendu. En gros, hein, on a lancé eFounders il y a 7 ans. On savait que pendant très longtemps, on serait sous le radar, comme on dit, parce que il faut du temps pour que les graines qu'on a plantées sortent de la terre, quoi. Et maintenant, on commence à avoir à la fois les levées des boîtes les levées en seed, des nouvelles boîtes qu'on lance. Ils sont plus importantes parce que vous avez prouvé votre truc aussi déjà, j'imagine. Voilà. Une boîte qui sort de chez eFounders, elle a plus de valeur qu'ailleurs. Une boîte qui sort d'ailleurs. Honnêtement, je pense pas que les fonds valorisent. Je pense plutôt qu'ils dévalorisent encore une fois une boîte sortie d'un startup studio et une boîte comme eFounders encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'on sait mieux créer des boîtes et on sait mieux trouver des fondateurs qu'avant. Donc, les boîtes sont peut-être lèvent plus et sur des meilleures valorisations, mais on arrive à un moment où on a nos nouvelles boîtes qui lèvent en seed, on a nos boîtes qui ont 1 an et demi qui lèvent en série A, nos boîtes qui ont 4 ans qui lèvent en série B, et ça, a priori, tant qu'on continuera à créer des nouvelles boîtes, ça ne va plus s'arrêter. Il y a eu une inertie pendant 5 ans, pendant laquelle effectivement on n'a pas trop entendu parler de eFounders, et aujourd'hui on crie pas ça sur tous les toits, hein, donc ceux qui savent d'où viennent les boîtes peuvent effectivement connecter les points et voir que en fait ce sont des levées eFounders. Et effectivement, dans le premier trimestre, donc 2018, il y a eu la levée de Front de 60 millions, il y a eu la levée de Forest Admin de 3 millions, il y a eu la levée de Spendesk de 8 millions. 8 millions, ça. Et il y a pas mal de choses qui vont arriver encore dans les prochaines semaines, donc c'est une bonne chose, même si, tu l'as bien dit, on n'a pas encore prouvé que le modèle de Startup Studio fonctionnait, en tout cas chez nous, parce qu'on n'a pas encore fait d'exit et que c'est la seule. Je l'ai bien dit, après je le dis parce que c'est ce qu'on dit tout le temps, mais je veux dire, t'as pas mis les œufs dans tout le même panier, et tu arrives à un moment où quand même, quand tu
une levée à 60 millions en France, ça arrive quand même pas tous les jours. Et tu arrives quand même à ce moment où tu te dis là, ça commence à sentir, même si tu y as toujours cru, j'imagine, puisque ça fait partie de cette rate d'entreprise. Voilà. Moi, j'y ai toujours cru. Mais tu te dis bon là, il y a quand même les signaux qui font ça que devient concret. Ouais. Ça devient concret. Je dis à tout le monde, on a fait honnêtement ce que j'ai envie de faire passer aux équipes chez nous, c'est de dire que on a fait un sprint. Honnêtement, ça a été dur pendant 7 ans. On a énormément travaillé parce que finalement, c'est beaucoup d'énergie à mettre que de lancer plusieurs boîtes en parallèle. En gros, c'est 4 fois l'énergie qu'il faut pour faire une boîte. Oui. Moi, j'ai eu l'impression. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit en mode marathon où on vienne laisser voir, on continue à voir pousser et bientôt récolter, mais en prenant le rythme et sans trop se presser, en continuant à faire ce qu'on sait faire, quoi. Ce qui est fou, c'est que alors moi, je suis un fou d'entrepreneuriat, donc j'adore ton métier, quoi. Je veux dire, c'est quand même super cool parce que tu lances des choses et en effet, j'aime beaucoup ces périodes de lancement. Est-ce que tu arrives à voir aujourd'hui c'est quoi les petits secrets, mais les petites choses qui font de te dire tiens, cette idée ça me plaît, ou tiens, ce type de personne, est-ce que tu as quelques de petits trucs qui reviennent ou de petites choses où tu dis ça faut faire attention, des warnings dans un sens ou dans l'autre? Écoute, notre petit Dirty Little Secret, c'est quand même le SaaS. Ouais. Moi, peut-être que dans le futur, ça sera pas aussi glorieux que ce que ça a été dans le passé, mais depuis 2010-2011, moi je regarde le SaaS et j'investis pas mal dedans. C'est software encore. Exactement, c'est le logiciel pour entreprise. Et il y a un très bon ratio entre le risque et la récompense. En gros, le risque finalement il est faible parce que on crée des outils pour des entreprises qui ont finalement les moyens de les payer. Et dès qu'on crée de la valeur pour des entreprises, elles sont prêtes à valoriser cette valeur. Et le reward, il peut être aussi important que dans une boîte plus consumer, quoi. Donc je pense que le consumer, c'est très compliqué d'aller choper des clients consumer. Le risque est très important dans le consumer parce qu'il y a souvent des problèmes de masse critique qui font que le résultat est binaire. Ouais. Soit t'arrives au bon coin, soit tu restes. Donc finalement, moi je trouve que dans notre secteur, les récompenses, le reward est aussi grand que celui dans le consumer et le risque beaucoup moins important. Donc le secret, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, créer des logiciels pour les entreprises. Alors on va essayer évidemment, on essaie tout le temps d'innover et essayer tout le temps d'approcher les choses différemment, de se dire que une idée de boîte, pour nous, c'est un problème qu'on aura réalisé dans notre quotidien ou dans le quotidien d'une entreprise, et une solution qu'on aura ressentie et qui vient souvent quelque chose qui arrive d'un nouvel usage et une nouvelle techno. Je m'explique. Par exemple, l'idée de Slack, j'imagine que pas mal de gens connaissent. Tout le monde en parle à chaque épisode. Donc ceux qui connaissent pas, qui nous écoutent, téléchargez Slack et essayez. L'idée d'un Slack, ça vient d'un problème qui est connu dans l'entreprise depuis hyper longtemps et que tout le monde essaie de régler et personne n'y arrive, qui est le problème de la communication dans la boîte avec les emails qui sont un foutoir total, avec les gens qui sont en CC, en BCC et la possibilité de s'y retrouver. Perte de temps énorme. Donc le problème, il est évident. Et pourquoi il y avait une place pour Slack au moment où Slack est arrivé, ou d'ailleurs ou les autres, ou WeChat, etc. C'était qu'il y avait un nouvel usage qui était le chat et qui était le chat qui devenait un peu monnaie courante chez les consumers. Ouais. Donc d'une part, j'avais un problème que j'avais vu réaliser dans l'entreprise, et de l'autre, un nouvel usage qui était évident, quoi. Et je dirais que la convergence de ces deux choses font un succès comme Slack. Et j'en parle pas de manière anodine, c'est que c'est un peu le gros regret que j'ai chez eFounders. Alors je sais pas si on aurait été aussi bon que Slack pour créer le produit qu'ils ont créé, parce que ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Mais c'est un peu le produit que moi j'utilise. En fait, j'avais modifié Skype chez Photolia, comme on était en remote depuis 2004, pour en faire un
un Slack. Et je me suis jamais rendu compte qu'il y avait peut-être moyen d'en faire un logiciel à part entière, quoi. D'accord. C'est un peu mon grand regret. Même Thibaut Elgir a des regrets d'entreprise en SaaS. Et ben c'est vrai que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que du coup, après, t'analyses j'imagine que vous, en expertise, ce qui est assez fou, c'est, nous, on voit des choses, on a créé quand même quelques boîtes, c'est vraiment nettement moins que vous, on n'a pas du tout le même modèle, on est lié le même financement, mais on s'éclate à créer des boîtes. On découvre des problématiques toujours similaires sur la répartition du capital, sur le nom, comment je dois appeler la boîte, et des mecs qui vont passer en fait beaucoup de primo-entrepreneurs qui s'emmerdent sur des problématiques qui ne sont pas des problématiques en fait, qui doivent être vues plus tard. Et donc j'invite aussi beaucoup des gens qui nous écoutent à lire toute la littérature que vous publiez, parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a des choses qu'on avait commencé à mettre en place chez nous sur le nom par exemple, où je crois que vous avez décidé maintenant que vous ne nommiez plus les boîtes avant de les lancer. Enfin, il y a une règle, non, je me trompe? Disons qu'on réfléchit au nom dans un second temps. On veut bien comprendre ce qu'on fait, le produit qu'on fait, et créer l'univers autour du produit avant de trouver le nom de la boîte. Ouais. Alors après, on n'est pas toujours bon sur le nom des boîtes. Je citerai pas certaines choses, mais on est parfois plus ou moins inspiré aussi. Et c'est toute l'équipe, ça dépend aussi des équipes des boîtes. Ça veut dire que évidemment les fondateurs, les entrepreneurs participent très fort. En tout cas, on choisira jamais un nom de boîte. C'est toujours un nom de projet finissant par un X, Demo X, Jira X, etc. D'accord. On personnalisera jamais la boîte avant d'avoir trouvé l'équipe cofondatrice, c'est-à-dire un business founders, un tech founders, quoi. Qui doit trouver son nom. Parce que ça fait partie de l'appropriation du projet, quoi. Ok. Et après, sur les phases de croissance, j'imagine que tout ce qui est gros hacking, activation digitale, etc., ça, vous avez acquis une expertise de folie aussi, non? C'est un truc que vous développez ici. Pour votre startup, vous êtes au service des startups après? Écoute, nous, mon idée, c'est... Il y a le modèle de Startup Studio, honnêtement, personne n'a réussi à le faire marcher, parce qu'il y a pas mal de gens qui le comprennent pas. Et nous, on le comprend de plus en plus, mais c'est vrai que il est un peu paradoxal. Tout le monde pense qu'il faut il faut avoir une grosse équipe mutualisée pour mutualiser la plupart des choses, le développement, le marketing, etc. Et nous, on a compris, je crois, que il faut avoir en fait l'équipe mutualisée la plus petite possible et utiliser son Startup Studio pour recruter la meilleure équipe dédiée au projet. Donc, quand quelqu'un vient quand un projet commence, toute notre énergie, elle est pour recruter les talents en interne. C'est-à-dire que si on voit un projet où le marketing, ou les sales, ou le growth hacking va être important, on va plutôt s'intéresser à recruter un très bon gars en growth hacking pour ce projet. D'accord. Et entre-temps, évidemment, on va faire le pont. Ce qui est grâce à notre équipe mutualisée, on peut, je dirais, bridger entre le moment où on a besoin de quelqu'un et le moment où on trouve cette personne, quoi. Il y a un peu de drive quand même. Vous essayez de les orienter vers des choses. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il s'agit pas de faire à la place d'eux. Il s'agit de commencer à faire à la place d'eux pour commencer et lancer le projet. Et surtout, et ce qui est important, c'est surtout transmettre l'ADN. D'accord. Donc, en gros, sur un projet où ça dure 18 mois, pendant 9 mois, on va faire à la place d'eux. Et pendant les 9 mois qui suivent, on va essayer de transmettre l'ADN, que ça soit sur la philosophie produit, que ça soit sur la stratégie, sur le marketing, sur les sales, sur le recrutement. Et ça, effectivement, c'est une connaissance qui appartient à l'équipe, à la core team, quoi, l'équipe mutualisée. Bon, écoute, c'est passionnant. On pourrait en faire beaucoup plus. Mais pour revenir à toi 5 minutes, toi, aujourd'hui, donc tu es toujours un peu en remote, si je comprends bien, parce que. Ouais. Alors moi, je travaille. On a un bureau à Bruxelles. Alors moi, je vis à Bruxelles depuis ce moment où je suis. J'ai débarqué depuis de Berlin. De Berlin, exactement. Ouais. Donc je vais à Bruxelles et je passe un peu de temps dans les bureaux à Paris et on a pas mal de choses qui se passent aussi à l'étranger. Donc on est beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font à San Francisco et qu'on incorpore pas mal de nos boîtes aux États-Unis. Et donc elles se retrouvent à New York ou à San Francisco. Vous avez toujours une vision globale sur vos boîtes. C'est pas toujours. Vous en laissez pas sur le marché français ou. Alors parfois, dépendant des boîtes. Parfois, ça fonctionne pas aux US, donc on est sur tout sauf US ou marché européen. Par exemple, une boîte comme Spendesk a beaucoup de légitimité en Europe et moins aux États-Unis. Donc là, c'est Spendesk, c'est les notes de frais. Exactement, c'est la gestion des dépenses, la gestion des dépenses générales de la boîte. Dans les notes de frais. Oui, dans les notes de frais. Et cette boîte, ça fonctionne avec des wallets qui fonctionnent ici. Bref, ça a du sens ici. Peut-être à terme aux États-Unis, mais c'est pas évident. Pour toutes les autres boîtes, type Front, type Aircall, c'est des logiciels qui conviennent
autant à des boîtes en Europe qu'aux US. Donc, on lance souvent aux États-Unis d'abord. Pourquoi ? Parce qu'en lançant une boîte aux États-Unis, on s'ouvre à la possibilité d'avoir des VC américains, des financements américains, alors que quand on crée une boîte en France, on s'empêche d'avoir ces financements, quoi. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, toi, tes journées s'articulent comment ? Tu passes d'une start-up à l'autre, d'un conseil où Écoute, c'est assez éprouvant, comme je disais. J'ai essayé de prendre de plus en plus de temps pour moi parce que je trouve que j'en ai pas pris assez. Donc j'essaie de calmer un peu la cadence. Mais globalement, tu as un tiers qui est sur eFounders, où on va travailler sur la visibilité du studio, sur comment ça fonctionne, sur la stratégie, sur comment on avance, sur quelles sont les nouvelles idées, où on va, qu'est-ce qu'on crée. Un bon gros tiers sur les boîtes dans lesquelles on est de manière on est vraiment actif de manière ultra opérationnelle. Oui. C'est-à-dire que moi je suis là à tous les product committees, je suis là tous les plus jeunes plutôt ou pas forcément? Toutes les boîtes de 0 à 18 mois. D'accord. Oui. Alors on est au bord des boîtes qui sont plus anciennes, mais moi je fais généralement les 0-12 mois. Après, je m'épuise un peu et je laisse le rôle à mes associés. Mais pendant les 12 premiers mois, je suis là et je connais le produit par cœur et c'est moi qui fais les premiers mock-ups généralement et il y a Axel qui prend le relais. Enfin voilà, je suis vraiment dans le produit. Et c'est ça aussi qui fait la différence, je pense. C'est vraiment, j'ai pas pris de hauteur en regardant les choses de haut. Peut-être que je mériterais de le faire, mais il s'avère que, je sais pas si ça fonctionnerait, mais il s'avère que c'est pas le cas aujourd'hui. Et un tiers qui est du recrutement, parce qu'on l'a dit, la visibilité d'eFounders, elle sert juste à faire venir les meilleurs et à la fois les fondateurs qui nous rejoignent et aussi, et c'est ça le secret d'eFounders, c'est que il y a pas mal de gens qui viennent nous voir. On a à peu près 400 candidatures par mois et c'est ces gens-là qu'on recrute, les développeurs, les business développeurs, qui vont être les premiers employés de nos startups. Sachant que tu as des gens de chez eFounders qui se barrent avec les startups, j'imagine, certains. La tentation est grande, non? Pas trop? C'est complètement encouragé. Oui. Donc si jamais, alors c'est arrivé quelques fois et j'espère que ça arrivera encore. D'accord. Je dirais pas que tout le monde est remplaçable, c'est que je comprends qu'au bout de 18 mois, 2 ans, 3 ans, à faire finalement le même métier chez eFounders, on puisse se lasser et on puisse être épris d'un projet. C'est comme ça que ça se passe et pouvoir le rejoindre. Donc on a déjà eu des designers qui travaillaient chez nous qui ont rejoint des projets. On a déjà eu justement quelqu'un qui s'occupait du marketing chez nous qui a rejoint Spendesk. D'accord. Donc ça arrive et mais je l'encourage moi fortement, quoi. Et écoute, c'est passionnant. Et après, niveau orga, niveau personnel, toi, tu fais du sport, t'as des choses qui te font un peu tenir dans tout ça, sur ton rythme un peu comme ça. Écoute, méditation. Je commence à prendre de plus en plus de temps pour moi. Alors je me suis mis et justement la méditation, il faudrait que alors j'avais adoré ça et j'ai un peu arrêté là depuis un mois, donc il faudrait que j'y reprenne, mais c'est effectivement un moment où on prend du temps pour soi. Moi, j'adore les sports d'hiver, donc là, je viens de déplacer, comme je suis en remote, mon bureau à la montagne. Là, je viens de 7 semaines, à la montagne. C'était un peu mon rêve et finalement, j'ai travaillé depuis là-bas et t'arrives à skier quand même. Ouais, alors justement, j'ai beaucoup skié et comme on a une grosse culture du remote, ça a fonctionné. Donc j'étais en famille là-bas, c'était assez incroyable. Et je vais essayer de faire ça de manière. En fait, ce que je me suis dit, c'est que on a un mode. On s'impose parfois une espèce de routine qui date d'avant et alors qu'on a des jobs qui sont assez particuliers et j'ai envie d'essayer d'adapter mon rythme de travail et ma vie finalement à un nouveau mode de vie qui serait plus nomade. Alors effectivement quand on a des enfants c'est un peu plus compliqué parce que c'est ça qui sédentarise, mais justement j'ai des gros sujets au niveau éducation pour arriver à rendre. Je pense qu'on est vraiment, on redevient des peuplades nomades grâce à l'explosion des moyens de communication digitaux et physiques, et que l'éducation telle qu'on l'a imaginée, c'est-à-dire ultra sédentaire, n'a pas vraiment lieu d'être. Donc je réfléchis à des sujets comme ça et je pense que d'ici quelques années, je passerai de mon rôle de cofondateur chez eFounders où je m'amuse beaucoup à quelque chose où je passerai plus de temps à investir. Alors, c'est quelque chose qui m'amuse quand je fais autre chose par ailleurs. Donc, je continuerai à être un business angel et en même temps, je pense que je vais travailler sur des sujets, un sujet qui me tient à cœur justement dans l'éducation autour de l'éducation un peu plus nomade, quoi.
En termes d'outils, tu parlais de Slack, il y a toutes tes choses. C'est quoi tes indispensables sur ton téléphone, sur ton travail en remote? Comment que Écoute, deux, trois, nous, alors donc justement, hein, ça s'est fait naturellement qu'on soit entre Bruxelles et Paris. Donc, ce qui est assez génial, même si on n'a pas voulu que ça se fasse, ça s'est bien mis, c'est qu'on introduit une culture du remote directement dans nos boîtes. Donc, toutes nos réunions, il y a tout le temps quelqu'un qui est ailleurs. Donc, on a dû adapter nos outils et on utilise effectivement Slide, nos propres outils. Incroyable. On a utilisé, en effet. Franchement, moi je pense vraiment. SLITE, SLITE. C'est une sorte d'Evernote, mais en mieux foutu pour être connecté. Evernote, c'est l'équivalent d'un WhatsApp, je dirais, et Slide, c'est l'équivalent d'un Slack, quoi. C'est fait pour l'entreprise, quoi. Et donc ça nous permet de manière remote et de créer très simplement du knowledge qui va être partagé à tout le monde. On utilise un outil qu'on a découvert pour la visio parce que personne ne trouve jamais l'outil. Alors est-ce que c'est le même que le nôtre? Nous on est sur Zoomus. Nous, on est sur Appear-In. Appear-In. Ouais. Bah alors nous on utilise on a tout fait, hein. On a fait du Appear-In, généralement on jongle entre du Slack vidéo, du Appear-In, etc. Et là on a essayé un Zoomus et depuis mais c'est toujours le nerf de la guerre, hein, le fait de pouvoir s'entendre et de se voir. Alors nous ce qu'on n'a pas réglé c'est le système de pieuvre. On n'arrive pas le micro, on n'a pas trouvé. On a cru qu'on l'avait trouvé, on l'a pas trouvé. Nous, Jabra pendant longtemps. Technique, franchement, Jabra, ça marche pas. Soit il faut équiper une salle et il faut qu'elle soit super insonorisée dans un système qui coûte des millions. Soit nous, on met maintenant un ordinateur, on met un Mac avec le micro et le speaker, ça marche plutôt pas mal. Dans une petite pièce, quoi. Mais bon, c'est de fortune, quoi. Sinon, écoute, non, pas d'outils. Pas d'outils exceptiels, beaucoup de mails, toujours, malheureusement. Toujours, encore et toujours. Sur Gmail ou non, sur les apps natives. Donc, mail. Moi, je suis encore, j'aime bien pouvoir faire un peu de offline, etc. Des outils, un super outil si vous aimez le produit et si vous aimez Mockuper, justement, on parlait de faire des dessins d'interface qui s'appelle Mockup, que j'encourage, MOQUPS, dans lequel j'ai en tout cas encore aucune part. D'accord. Auquel je crois beaucoup. C'est un projet roumain génial. Et non, on utilise des outils très basiques. Hein. On est en fait sur eFounders, c'est ce que j'aime moi. On est au moment où on bootstrap encore sur les projets. Donc avec des emails, un Slack et un Trello, on arrive à construire finalement ce qu'on veut, quoi. Si tu avais un conseil à te donner quand t'es parti de Berlin, ce serait quoi? Comment ça, un conseil? Je sais pas, si tu avais l'occasion de te voir là 10 minutes et de te dire juste au moment où tu pars et avant que tu repartes en Belgique, à Paris, que tu prennes, qu'est-ce que tu te dirais là? Mais je dirais que si j'avais su, je pense lancer ma boîte directement, et je pense que ceux qui ont un tempérament d'entrepreneur et qui se disent, parce qu'ils l'ont entendu par ailleurs, qu'il vaut mieux être salarié un peu pour apprendre le métier, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'il faut faire ça le plus tôt possible quand on en a envie, parce que c'est plus simple, et qu'il faut pas se laisser distraire par d'autres activités, et qu'on apprend bien sur le tas, à condition d'être bien entouré. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre, Thibaut? Sur LinkedIn? Non, Twitter, pas beaucoup sur LinkedIn. Sur Twitter, pour moi, Tibouel, @Tibouel, TIBOEL sur Twitter. Pour moi, LinkedIn est le nouveau Twitter. Moi, c'est ma projection 2018. Ok, mais moi je suis encore un peu, je trouve ça un tout petit peu encore corporate, mais chaque fois que j'ai un email, un gars qui m'écrit par LinkedIn, je lui écris, est-ce que tu peux, je lui donne mon numéro pour qu'il m'envoie un WhatsApp, mais donc du coup je suis pas encore dedans, mais je vais regarder, intéressant. Et très bien, donc Twitter et puis après on te contacte comme on peut par le biais de eFounders. Voilà, Thibaut @e-founders.com. D'accord. On n'a pas encore récupéré le sans tirer. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et juste n'hésitez pas, hein, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez monter une boîte, ou une entrepreneuse d'ailleurs qui voulait monter une boîte dans le logiciel B2B, on a plein d'idées, venez nous voir. Et on a une idée. Et si vous avez une idée, c'est quelque chose qu'on vient de sortir qui s'appelle eFounders Start, qu'on a déjà fait en fait 2 fois chez eFounders pour des projets sur lesquels on n'a pas trop communiqué et qui fonctionnent super bien. C'est si vous avez une expertise dans
dans un domaine et que vous êtes entrepreneur, si vous êtes une comptable entrepreneuse, si vous êtes une notaire entrepreneuse. Comme Rachel Delacour à l'époque sur BIM que j'ai interrogé, en l'occurrence. Qui était comptable du... Non, elle était sur plus de la BI et voilà. Et elle a monté BIM. Pourquoi ? Parce que nous, on n'a que des idées liées à des problèmes qu'on rencontre et on rencontre pas trop de problèmes verticaux. On rencontre des problèmes génériques de boîte. Ouais. Donc, il y a des énormes opportunités dans la construction, dans la compta, dans le juridique. Et c'est forcément, on a besoin de gens brillants et experts de leur domaine. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Je crois que c'est start@e-founders.com où vous utilisez mon email perso. Ça me fonctionnera aussi. Bon bah écoute, je suis ravi. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais bien sûr continuer. Mais c'était vraiment un très bon moment, Thibaut. Merci Mathieu. Longue vie et longue vie à eFounders. Bravo pour tout ça. Plein de beaux succès. C'est admirable. Écoute, on suit tout ça de près, en tout cas, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Mathieu. Salut Thibaut. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.